Salut à tous, c'est Sully Perfecten, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le numéro 16 du Manso Catch. Donc on va revenir un petit peu sur l'actualité de ces derniers jours, sur Backlash et sur la draft, hein, puisque comme vous le voyez sur le visuel, j'ai envie de parler de cette première nuit de la draft qui n'était pas encore prévue il y a encore quelques semaines. Hein. Je ne pensais pas que j'allais parler de ça, mais je m'en sens bien obligé parce que c'est quand même quelque chose d'important qui va compter pour les semaines et les mois à venir, hein, notamment dans les constructions des matchs, dans les storylines, etc., etc. Donc on va réagir aussi là-dessus. On verra ce qui se passera pour la nuit 2, hein, ça je ne ferai pas de vidéo là-dessus, mais déjà il y a quand même pas mal de choses à dire sur cette première nuit. Et tout s'accélère, c'est aussi donc le titre de ma vidéo, puisque qui figure sur cette vignette, parce que c'est vrai que en peu de temps il y a beaucoup de choses qui se sont passées là à la WWE, et depuis mon dernier Manso Catch, oui, il y a eu des choses, puisque WrestleMania est passé. J'en ai fait une review, hein, que je vous invite évidemment bien sûr à regarder si vous ne l'avez pas fait. Il y a eu notamment, alors c'est pas indiqué sur la vignette, mais il y a eu quand même ce fameux rachat, hein, on a cette vente de VVE qu'on attendait depuis un petit moment. Et les choses se sont emballées autour de WrestleMania, hein, comme par hasard, autour de le 2 avril, enfin le moment de la nuit 2 de Mania, où on nous a rapporté que qu'Endeavor, hein, le groupe Endeavor qui faisait partie des candidats potentiels, hein, pour acheter la VVE, et donc Endeavor et la VVE donc étaient en pourparlers, hein, pour un rachat, et que le PDG d'Endeavor, donc Harry Emanuel, avait confirmé cet accord le lendemain, le 3 avril, hein, le lendemain de Mania, en annonçant avec l'UFC et la VVE fusionneraient carrément pour former une seule entreprise, et que dans le cadre de cette acquisition, Endeavor va détenir une participation de 51% dans la nouvelle entreprise, qui va être provisoirement appelée Newco, et prévu normalement pour être coté sous le symbole TKO. Et les actionnaires de la VVE vont détenir pour leur part une participation de 49%. Et ce sera à noter la première fois, hein, que la VVE ne sera pas contrôlée majoritairement par un membre de la famille McMahon. Quant à Vince McMahon, justement, hein, qui est toujours évidemment dans les parages, hein, on le sait, il sera président exécutif de cette nouvelle entité. Harry Emanuel, lui, va devenir le PDG, avec Mark Shapiro comme président et directeur d'exploitation. Emmanuel n'assumera aucun rôle créatif, hein, bien heureusement. Nick Khan devenant président de la VVE après la fusion, à l'instar, hein, du rôle de président de l'UFC occupé par Dana White. Dans une interview d'ailleurs accordée à CNBC, hein, McMahon avait déclaré qu'il serait impliqué dans la création, enfin dans la partie créative, à un niveau supérieur, hein, c'est comme ça qu'il le dit, mais il ne serait pas dans les détails, comme il l'était dans le passé. Mais bon, c'est quand même intéressant de noter qu'il précise qu'il sera quand même à un niveau supérieur dans la création, dans la partie créative. Donc, il faudra quand même se méfier, et on sent quand même par moment, hein, on le sent, qu'il y a une petite esprit, une petite patte Vince, hein, qui traîne encore chez VVE. Hein. Emmanuel avait déclaré aussi que cette fusion réunirait deux grandes entreprises de sport et de divertissement, et qu'il offrirait des synergies d'exploitation significatives. C'est comme ça qu'il le dit. McMahon avait déclaré que les entreprises familiales devaient évoluer pour toutes les bonnes raisons, et que, étant donné le travail incroyable, je cite, hein, qu'Harry Emanuel et Endeavor avaient fait pour faire croître la marque UFC, avec un doublage du chiffre d'affaires au cours de ces dernières années, l'immense succès en plus qu'ils ont déjà eu en travaillant avec leurs équipes sur plusieurs projets, Vince pense que c'est sans doute le meilleur résultat pour les actionnaires et les autres parties prenantes. Hein. Je ferme les guillemets. La fusion, en tout cas, devrait être achevée au second semestre 2023. Donc voilà les éléments calendaires. Et que malgré la fusion, la VVE et l'UFC continueront à fonctionner comme des divisions distinctes, hein, de la nouvelle entreprise qui sera fusionnée, hein, comme l'avait indiqué le PDG, donc Nick Khan, le PDG de la VVE. Donc, à voir, hein, comment ça va se goupiller entre ces deux grosses compagnies très connues, qu'on connaît bien, hein, évidemment la VVE et aussi l'UFC. Quelle éventuelle alliance, qu'est-ce qui pourrait se passer entre les deux, des shows communs,
des cross-brands, on sait pas trop comment ça peut avoir d'incidence. Est-ce que ça peut peut-être permettre d'avoir des guests, des présences pour peut-être des matchs un peu spéciaux, notamment à WrestleMania, dans les gros shows, faire quelques programmes pour certaines stars de l'UFC, peut-être d'autres feraient le chemin inverse pour aussi peut-être faire la promotion de l'UFC. Bref, il y a pas mal de choses qui peuvent arriver. Voilà, je voulais quand même en parler quelques minutes parce que c'est quand même aussi un gros événement, ça, dans l'histoire de la WWE et même dans le milieu du catch en général. Et je reste, on va dire, ouvert à attendre. Je suis plutôt dans l'attentisme par rapport à ce qui pourrait se passer. Et en tout cas, c'est quand même un énorme événement, et ça fait partie justement des raisons pour lesquelles je disais que tout s'accélérait à la WWE. Donc il y a ça qui s'est passé il y a juste au tout début du mois d'avril, hein, c'était vraiment pas longtemps. Il y a Backlash, bien entendu, qui va être le prochain pay-per-view qui va arriver la semaine prochaine. Voilà, donc ça à Puerto Rico, avec Bad Bunny vraiment en guest star véritable. Donc là, si un pay-per-view à Puerto Rico, bah ça n'arrive pas souvent, hein, donc c'est aussi un événement. Et évidemment cette draft qu'on nous a annoncé, Triple H a annoncé de façon très grandiloquente, hein, toujours en y mettant, en faisant un peu des caisses, hein, il aime bien faire ça, en disant que ça va changer le game, hein, Triple H, bien entendu. Bon, là, il nous a vendu un énorme truc. Et cette draft, donc, qui a commencé ce vendredi à SmackDown, et la suite, ce sera lundi, donc demain à Raw, avec, voilà, on sait déjà qui va aller à SmackDown, qui va aller à Raw pour on va dire une partie du roster, avec l'intégration de quelques éléments de NXT, voilà, et quelques free agents aussi, avec quelques petites surprises, on en reparlera tout à l'heure. Et une dernière chose qui a été annoncée à Raw, hein, on nous a annoncé que Triple H elle avait une grande annonce, eh bien le titre poids lourd que vous pouvez voir en petit là en bas de l'écran, le titre heavyweight est de retour, donc comme à la grande époque, hein, la Big Gold Belt, qui évidemment on retrouve évidemment le côté Big Gold Belt, hein, on la reconnaît, hein, on reconnaît vraiment le design, hein, largement. Là, on s'en est largement inspiré, il n'y a aucun doute, avec ce logo VVE, qui se trouve au milieu, mais je crois que là on pourra pas faire autrement, hein, on est obligé de l'avoir. Il est quand même bien plus discret qu'il ne l'était, ou qu'il ne l'est d'ailleurs toujours sur les ceintures VVE et universelles de Reigns. Donc ça, il y a quand même eu un effort pour le rendre plus petit. C'est un peu dommage qu'il y ait ça. Maintenant, de manière générale, si je devais me donner mon avis, moi je la trouve plutôt jolie. Plus old school déjà, et plus adapté à un vrai show de catch, quoi, à une vraie compagnie de catch, quoi, parce que là, les ceintures de Reigns, je les trouve dégueulasses, et là, celle-là, elle a plus de gueule, elle ressemble plus à une vraie ceinture de catch, quoi. Moi, le doré, j'aime le voir du doré déjà sur des ceintures. Et là, on le retrouve. Et il n'y a pas de rouge ou du bleu qui se balade. Là, on retrouve quelque chose d'un peu plus traditionnel. Le logo VVE, je crois on n'a pas trop le choix maintenant aujourd'hui de l'avoir. Hein, c'est quand même leur image de marque. Ils sont obligés de l'avoir. Mais c'est quand même plutôt une belle ceinture. Ça a fait un peu réagir de façon positive, négative, parce que c'est vrai que on pourrait se dire que c'est un peu un lot de consolation pour ceux qui ne peuvent pas affronter Reigns, ou qui n'ont plus la chance qui ne peuvent pas affronter Reigns, ou qui ne peuvent pas le battre, tout simplement, parce qu'il y en a beaucoup qui se sont cassés les dents sur lui, et c'est un peu, c'est ça qui est étonnant, c'est que Triple H, lui, il a un peu justifié cette ceinture par rapport à la situation de Reigns, qui ne défend pas suffisamment son titre, hein, c'est ce qu'il dit, et que, en gros, la WWE et le public, les fans, méritent mieux, ils méritent alors c'est ce qu'il dit, il mérite un champion dont le public pourra être fier, un champion que le public admirera, voilà, c'est ce qu'il dit, et un champion qui ne demandera pas la reconnaissance, hein, du public, mais qui la méritera. Et ça, c'est évidemment une pique directement envoyée à Roman Reigns, hein, évidemment, mais cette pique
Alors, on pourrait se poser la question, est-ce que ça lance peut-être un programme, hein, quelque chose? Est-ce que c'est la première pierre de quelque chose entre, je dirais, la Bloodline et l'autorité? Est-ce que c'est peut-être le futur gros programme pour les mois à venir, avec peut-être quelque chose pour SummerSlam? Alors, évidemment, pas un Triple H contre Roman Reigns, hein, on sait qu'il est retraité, qu'il a des problèmes cardiaques, il ne peut plus lutter, hein, Triple H, hein, c'est une évidence, mais peut-être que quelqu'un qui représenterait un peu l'autorité, mais cette fois-ci côté plutôt face, du coup, quelqu'un qui défendrait Triple H, irait affronter Triple H, justement, irait affronter Roman Reigns pour les titres suprêmes, universels, et indisputés, puisque ils existent toujours, ces titres, hein. Il y a toujours ces deux ceintures, alors on verra si elles seront unifiées par Roman Reigns, enfin, s'il va les unifier, c'est-à-dire n'en faire qu'une seule ceinture avec un autre design aussi, qui serait plus proche justement de celui du titre heavyweight, de façon à ce qu'il y ait un peu plus d'harmonie, de cohérence, parce que là, ils n'ont plus rien à voir, hein, les ceintures, hein, les deux ceintures de Reigns et ce nouveau titre poids lourd, ouais, ils n'ont plus rien à voir. Donc ça serait peut-être pas mal d'harmoniser tout ça, parce que les deux ceintures, ça devient lourd un peu à un moment donné. Ça serait bien qu'il y ait un vrai titre, le titre universel, voilà. Donc ça, on verra ce qui se passera à ce niveau-là, mais ça fait du coup deux titres. Moi, évidemment, je suis content, je suis satisfait, puisque c'est quelque chose que j'avais déploré, et j'en ai parlé déjà dans ma vidéo, review sur la VVE en 2022, et ça faisait partie de mes points faibles, de mes critiques. C'était ce déséquilibre entre Raw et SmackDown, avec un Raw qui devenait bancal, avec le titre suprême, on va dire, qui avait disparu, et le titre US qui était devenu le titre majeur. On ne pouvait pas continuer comme ça. Certes, ça donnait de l'exposition au titre US, ça c'est très bien, mais justement, on le voit du côté de SmackDown, il y a le titre du suprême de Reigns, il y a le titre intercontinental de Gunther, et ça n'empêche pas justement d'avoir les deux et de cohabiter sans problème et d'avoir les deux titres mis en valeur. Et du coup, ça empêche, c'est évidemment tout à fait réalisable d'avoir deux titres, un mid-card et un titre suprême dans une même brand et qui cohabitent et tous les deux mis en valeur. SmackDown est en train de le faire, donc il n'y a pas de raison que le show, le vaisseau amiral, quoi, le Monday Night Raw, hein, qui a existé bien avant SmackDown, qui est le show principal, le show de 3 heures, donc c'est normal que ce show ait un titre suprême, quoi, c'est la moindre des choses. Il fallait corriger ça, quoi. Donc pour moi je suis content à ce niveau-là. Le côté l'autre consolation, on peut pas vraiment dire, on peut pas faire autrement, je dirais, parce que l'erreur à la base, c'était qu'il n'y ait plus qu'un titre, et que Raw n'en ait plus un, n'ait plus ce titre suprême. C'était ça l'erreur. Donc ils n'ont fait que corriger l'erreur. Et il a essayé, je pense, de justifier ça de façon un peu kayfabe, Triple H, pardon, justement en piquant un peu Roman Reigns, voilà. Et il pouvait pas dire il y a un an, on a unifié les titres et c'est une erreur. Donc il nous faut il faut un nouveau titre suprême du côté de Raw. Il pouvait pas le dire comme ça. Il pouvait pas dire comme ça. Donc il a fallu donner une justification un peu kayfabe pour dire, en gros, en s'en prenant à Reigns, quoi. Il défend pas trop son titre, et il faut quelqu'un, un champion qu'on va admirer, dont on sera fier. Et voilà, il a piqué Reigns, quoi. Voilà, qui ne demandera pas votre connaissance, mais voilà, et c'est ça, et qui la méritera. Voilà, donc pour moi, c'est juste ça, en fait. Faut pas le prendre comme un lot de consolation. Pour quelqu'un comme Cody, on pourrait le croire, parce que oui, on sait que son but c'est d'être champion du monde et qu'il l'a jamais été et qu'il a envie de l'être pour, je dirais, corriger le passé et ce que son père n'a pas pu faire, oui, et que s'il le prend, ça peut faire un peu facile, mais je pense qu'il fallait le faire. Il fallait le faire, et on verra comment ça sera fait, si Cody sera premier champion, s'ils vont prendre un peu leur temps, ne peut-être pas se jeter à corps perdu sur je dirais l'idée facile de donner tout de suite à Cody en longue consolation. Je pense qu'il vaudrait mieux d'ailleurs ne pas le faire si on veut pas justement donner cette impression, et je dirais l'enfer baver un petit peu. Lui en faire baver un petit peu pour pas que ce soit trop facile justement. Je pense que ce serait peut-être la meilleure chose à faire. On verra bien. On en reparlera, je pense, dans un mois lors des pronostics de Night of Champions, qui sera donc finalement le prochain pay-per-view qui ne sera pas
le King and Queen of the Ring, comme initialement prévu, hein, en Arabie Saoudite. On est parti sur la nuit des champions, hein, un retour pour ce pay-per-view qui permettra donc à tous les champions de défendre leur titre le même soir. On verra pour les titres tag si ça va être le cas, parce que Kevin Owens et Sami Zayn, on sait très bien qu'ils n'iront pas, ils n'iront jamais en Arabie Saoudite, donc comme ils ont conservé leur titre face aux Usos, voilà, enfin, faudra voir comment ils vont régler ça. Est-ce qu'ils vont splitter les ceintures à nouveau pour proclamer des nouveaux champions tag team? Peut-être, ce sera peut-être l'objet qui permettra justement d'avoir quand même une défense de titre, ou en tout cas un match comptant pour les titres tag en Arabie Saoudite. Voilà, c'est encore un des mystères qui plane, et on verra comment ils vont faire ça. Voilà, en tout cas, moi je suis satisfait. La ceinture est plutôt jolie. On retrouve un peu un esprit old school. Voilà, bon bah c'est Triple H quoi. Voilà, c'est complètement dans son style. Pour les nostalgiques, bah forcément ça fait du bien. Voilà, un petit côté forcément NT1 hein, pour ceux qui ont connu ça, et même avant NT1 bien sûr, hein, on peut même penser aussi à la WCW, hein, pour revenir un peu plus loin que ça. Donc moi j'en suis plutôt satisfait. On va avoir un champion à Raw, un champion suprême, hein, puisqu'il l'a bien dit que ce serait un titre qui serait spécifique à Raw, donc et puis ça permettra notamment de compenser les absences de Reigns, qui ne défend pas son titre à chaque pay-per-view, hein, ça sera le cas notamment à Backlash, et d'avoir de temps à autre, hein, quand Reigns ne défendra pas son titre, d'avoir au moins une défense pour un titre suprême, à savoir celui-ci. Moi je suis 100% favorable à cette décision. Voilà, qui peut faire l'objet de critiques, hein, évidemment, tout le monde peut critiquer, tout le monde peut trouver y redire. Et moi, ça fait des mois que je déplore cette absence de titre suprême à Raw, donc c'est pas maintenant que je vais m'en plaindre. Hein. Voilà, donc c'était pour cette longue introduction, mais il y avait quand même beaucoup de choses, hein. Il y a beaucoup de choses actuellement à la VVE, donc c'était bien d'en parler, et comme je l'ai écrit, tout s'accélère, et oui, et on va passer tout de suite au sommaire de cette vidéo. Voici le sommaire. Voilà, mais je l'ai dit tout à l'heure, dans cette première partie, on va parler de la draft qui vient d'avoir lieu donc à SmackDown, mais pas que, puisqu'elle a eu lieu, elle a continué le lendemain à SmackDown Lowdown, donc hier, hein, samedi, avec, on va dire plus des seconds couteaux, mais c'est quand même la suite de cette draft. Le bilan donc de cette première nuit et mes réactions. La deuxième partie, ce seront les pronostics de Backlash, donc qui aura lieu le 6 mai, samedi prochain, et on terminera par le traditionnel top 5 des matchs que j'ai préférés depuis un mois, là, depuis mon dernier Manso Catch. Et il y a eu beaucoup de matchs, hein, parce que évidemment ça a été un mois extrêmement dense, hein, puisque évidemment c'est toute la WrestleMania Week, plus tous les gros shows qu'il y a eu, hein, partout dans le monde et dans pas mal de compagnies, et c'est le moment où il y a les gros shows, quoi. Donc il y a énormément de matchs de qualité et prestigieux à voir, et ça a été très difficile, très très difficile, et même un crève-cœur de supprimer des noms, des matchs, mais ce qui veut pas dire qui n'était pas bon, mais c'est que je suis sur un top 5, donc je peux pas faire un top 20. Hein. Voilà, tout simplement. Mais en tout cas, ça a été vraiment un mois très qualitatif. Voilà, on va passer tout de suite donc à la première partie sur la draft, la nuit 1, bilan et réaction. Je vous propose d'aller déjà dans l'ordre par brand, où j'ai récupéré donc les visuels qui ont été présentés carrément à SmackDown. Donc on va commencer déjà par le visuel d'Euro, c'est-à-dire tous ceux qui ont été draftés du côté d'Euro, et on va réagir un peu sur tous ces noms. On va essayer de pas se faire trop long. Alors on va commencer par Raw. C'est parti. Voilà, donc ça c'est le visuel qui a été présenté à SmackDown, qui récapitule. Ça c'était vendredi soir, hein, donc c'était avant les compléments du lendemain. Ça, c'était les premiers gros noms. On peut voir tout de suite qu'il y a Imperium. C'était dans les rumeurs qu'Imperium passe du côté d'Euro. Forcément, ça va donner une belle exposition à nouveau, cette fois-ci au titre intercontinental, qui donc va switcher, hein, puisqu'on va avoir du coup les titres mid-card qui vont passer de l'autre côté. Ça veut dire que qui vont être interchangés, c'est-à-dire que du coup on va avoir on va avoir Austin Theory, ou en tout cas celui qui sera champion des États-Unis à
à Backlash, qui sera du côté de SmackDown, hein, à n'en pas douter, hein, c'est logique. Hein. Et puis Gunther, ça va permettre à un moment donné, parce qu'il va bien falloir qu'il perde son titre intercontinental à un moment donné, ça va lui permettre aussi de monter et forcément d'aller aussi se bagarrer pour le nouveau titre suprême, Heavyweight. Ça c'est sûr et certain qu'on va l'avoir. Et à mon avis, il va l'avoir ce titre. Alors, ce sera peut-être sans doute pas le premier à l'avoir, mais c'est même sûr. Il l'aura pas Night of Champions, hein, le titre. Hein. Il l'aura à un moment donné. Je pense, c'est clair et net. Vu le travail qu'il accomplit et je pense tous les louanges qu'il récolte, c'est évident qu'il va monter, monter dans l'upcard et récupérer ce titre heavyweight dans les mois à venir. Ça, j'en suis sûr. Donc Imperium, c'est un gros choix et ça va être très bien. La petite surprise, c'est Indy Hartwell. Pour moi, j'étais pas prêt. C'était un nom qui était forcément dans les rumeurs, mais j'attends de voir sa défense de titre à NXT Spring Break-In cette semaine. Elle a conservé son titre, alors en se blessant malheureusement, hein, elle s'est tordu la cheville sur un spot qui était assez douloureux, hein, avec ce moonsault de Stratton, et puis boum, ça a planté, la cheville a tourné, c'était pas du kayfabe là pour le coup, et elle était partie en coulisses, et elle a fini par revenir et bon, gagner un peu en crevarde, hein, mais bon, parce que c'était pas prévu qu'elle perde son titre de toute façon, mais vu son état et cette draft, à mon avis, elle va peut-être rendre son titre vacant, ce qui permettrait du coup de continuer avec une nouvelle championne à NXT et de justifier aussi ce titre vacant par cette blessure justement. Donc je pense que c'est comme ça que ça va se passer. Et puis ça va permettre aussi de réunir The Way, évidemment, avec Loomis, avec Gargano, avec Le Ray. Même si Gargano n'a pas encore été drafté, on verra. Mais à mon avis, vu qu'on ne sépare pas les couples et que Candice LeRae est à Raw, ils vont garder Gargano aussi. Ça c'est évident. Et on peut dire théorie maintenant. Théorie champion US, donc il y a des grandes chances pour qu'il aille du côté de SmackDown. Mais vu qu'il est heel et que le reste de The Way est face, donc c'est pas très grave si théorie ne reste pas de leur côté. Hein. On aura quand même de quoi raconter des histoires avec Loomis, avec Indy, hein, Index et Gargano et LeRae, et puis peut-être même Nikki Cross qui tourne plus ou moins autour du clan. Bon, on sait pas trop ce qu'ils veulent faire avec ça. Le Miz, classique. Le Miz reste à Raw, voilà, Maryse n'est pas dedans, hein, mais bon, on la verra de temps à autre. Voilà, ça permettra de faire des Miz TV comme d'habitude, hein, voilà, ça c'est la valeur sûre, le Miz. Cody, c'est le premier choix, c'est la top star, qui reste à Raw. Donc là, c'est pas non plus une grosse surprise, même si du coup on le sépare de Roman Reigns, donc ça c'est quelque chose aussi d'assez intéressant à souligner. Nakamura, qu'on est en train de rebuilder là un peu avec à base de vidéo package, avec une feud naissante contre Karrion Kross, et un match d'ailleurs qui va avoir lieu la semaine prochaine à SmackDown. Donc je pense que c'est une mini feud et que Nakamura va la gagner et que Nakamura va pouvoir faire autre chose du côté de Raw, à moins que Karrion Kross ne soit aussi drafté à Raw et qu'il continue un petit peu la feud. Pas impossible, on verra bien. Matt Riddle, Riddle reste aussi à Raw. On verra ce qu'ils vont faire de lui. Hein. Je pense que le trio qu'il forme avec Owens et Zayn ne va pas durer. Il va falloir passer à autre chose un petit peu et voir ce que Randy Orton aussi va faire. Est-ce qu'il va revenir dans pas longtemps, parce que ça commence à faire un petit moment qu'on l'attend et qu'il ne revient pas. Becky Lynch, voilà, aussi, c'est aussi la taulière, normale, elle reste là, et une feud à venir avec Trish Stratus, qui va se passer donc dans le show rouge, le show principal, et McIntyre, dont le statut était aussi incertain, même si il n'y avait pas trop d'inquiétude à avoir, hein, moi je le voyais pas s'en aller. Donc visiblement ça sent la nouvelle signature de contrat, puisqu'il est drafté et du côté de Raw, donc il change de brand à nouveau, donc il revient à Raw. Je pense qu'il va forcément rentrer dans la conversation pour le titre suprême, le nouveau titre heavyweight. Donc ça va donner quand même pas mal de densité, c'est pas mal. Alors, il va y avoir des noms intéressants avec donc Cody, McIntyre, Nakamura, Riddle. Et pour plus tard Gunther, là on a quand même pas mal de noms intéressants qui vont tourner autour du titre majeur, le nouveau titre majeur, et puis évidemment on n'en a pas parlé, il n'a pas encore été évoqué, mais Seth Rollins, à mon avis, c'est même presque quasiment acquis, va rester à Raw. À la base je l'aurais vu à SmackDown, mais selon
la tradition ancestrale, on va dire, les couples, on les sépare pas. Donc Becky, on sait qu'elle reste à Raw, donc Seth Rollins va rester à Raw. Voilà, c'est quasiment évident, hein, c'est quasiment acquis. Donc Rollins sera aussi un candidat très sérieux pour être même le premier champion heavyweight. Cody sera lui aussi l'un des noms sérieux. Et McIntyre, voilà, je pense que ça va se jouer entre les trois. On verra, ils vont sûrement faire un tournoi après Backlash, et la finale aura lieu à Night of Champions, hein, ça va être sûrement quelque chose un peu comme ça. En tout cas, il y a de la densité, et on a quand même un roster qui a plutôt de la gueule du côté d'Euro. Voilà, ça c'était pour les noms annoncés. On va passer maintenant au visuel du côté de SmackDown. Le voici, il est beaucoup plus chargé. On peut dire donc déjà une surprise pour moi, c'est les championnes NXT Tag Team, à savoir Ayla Dawn et Alba Fire. Oui, les championnes NXT carrément tag team draftées, alors que j'attendais plutôt celles justement qui risquent de reprendre leur titre, Casey Catanzaro, enfin Katana Chance et Kaiden Carter, qui ont défié les deux d'ailleurs pour le prochain NXT, donc je pense qu'elles vont forcément leur reprendre les titres de façon à ce que les Écossaises puissent partir à SmackDown sans garder avec elles les ceintures NXT, ça paraît logique. Moi j'aurais plutôt donné justement Carter et Chance, j'aurais plutôt donné ces deux-là, moi, dans le main roster, depuis le temps qu'elles sont là. Ça aurait été plus logique, mais bon, pourquoi pas. En tout cas, ce sont deux bonnes catcheuses qui se connaissent bien, deux Écossaises, voilà, qui ont beaucoup lutté ensemble et l'une contre l'autre. Et on les a vues aussi pas mal du côté de NXT UK, donc elles se connaissent très bien. Et même avant, hein, sur le circuit britannique, donc il n'y a pas trop d'inquiétude à avoir du côté, je dirais, de l'entente et c'est bien parce qu'il faut des équipes, hein. Les équipes féminines, c'est compliqué, hein. C'est compliqué, ça a toujours été compliqué, donc c'est bien d'avoir des vraies équipes. Mais en tout cas, pour moi, ça a été une petite surprise. Les Street Profits qui rejoignent Bianca Belair, puisque on a le trio, alors comme d'habitude, comme je venais de le dire, on ne sépare pas les couples, et donc Belair et Ford restent ensemble. Ce qui me surprend, on va dire, à double titre, c'est d'abord que Belair soit draftée, parce que je pensais qu'elle allait rester championne d'Euro. Du coup, ça officialise quasiment, hein, le draft de Rhea Ripley du côté d'Euro. Il n'y a pas le choix, hein, on va pas avoir les deux championnes ensemble. Alors que je voyais plutôt le Judgment Day partir du côté de SmackDown, hein, ce qui était logique après Mania. Eh bien non, tout est remis en question. Donc ça c'est la première surprise. Donc Belair va passer à SmackDown et va garder et va prendre le titre de SmackDown. C'est ça que j'aime pas en fait. C'est qu'elle le dit, on l'a entendu, hein, dans sa première réaction dans sa chambre d'hôtel à Belfast là, puisque Raw était en tournée européenne, hein, ils étaient à Paris hier soir bien sûr. Pardon, c'était une très belle soirée d'ailleurs. Elle était à Belfast et elle a réagi. Et elle a bien dit qu'elle serait championne de SmackDown à nouveau. Donc il va y avoir un segment échange de ceinture avec Rhea Ripley qui va être montré à l'écran probablement. Et alors j'espère que ça va mieux se passer qu'entre Becky et Charlotte. Hein. À mon avis, il n'y aura pas de mal. Et ça va teaser forcément un match entre les deux, parce qu'on l'attend toujours ce match entre Rhea Ripley et Bianca Belair, hein, ça n'a toujours pas eu lieu. Donc ils vont teaser quelque chose forcément. On aura un échange tendu, mais voilà, qui sera, je dirais, bien contrôlé, je dirais, pas aussi tendu contre Becky et Charlotte. Bon, j'aime pas trop cet échange de ceinture, j'aime pas personnellement, mais on n'a pas le choix quoi, parce qu'elle s'en va à SmackDown. Donc, et puis elle va rester championne. Donc voilà, je vous le dis tout de suite. Donc elle va récupérer une ceinture bleue, Rhea va récupérer la ceinture rouge, et du coup le Judgment Day risque de rester du côté d'Euro finalement. Au complet, parce que je ne pense pas qu'ils vont splitter le Judgment Day. Donc on va voir Damien Priest, Dominic Mysterio et Finn Balor. Tout ce beau monde va rester à Raw, hein, ça c'est ce qu'on peut déjà prédire. Rollins, donc je vous l'ai dit, je pense qu'il va rester à Raw, logique. Mais ce qui me surprend aussi, c'est les Street Profits qui restent finalement ensemble, alors que on attendait toujours le split, le fameux push de Montesford, alors que il me semblait que la draft était le meilleur choix possible pour séparer l'équipe, tout en évitant la facilité classique du turn. Ah, je turn sur mon partenaire, j'ai mon méga push, je suis voilà, et le truc qu'on a vu 100 fois. Là, ils sont passés à côté, c'est dommage parce que on aurait pu l'avoir façon New Day, hein, à l'époque où ils avaient splitté le New Day avec la draft. Et c'était sans avoir fait de turn justement, et ça me semblait être peut-être le bon moyen de le faire avec Ford qui aurait rejoint sa femme
à SmackDown, et Dawkins qui serait resté à Raw. Voilà, ça aurait été peut-être une possibilité. Ils les gardent en équipe, donc je pense qu'ils vont, ils vont être toujours autour des titres, hein, donc ça veut dire qu'on va toujours leur donner de belles choses. Ils ont gagné le match de SmackDown, le match un peu showcase là, qui pourrait un peu les accueillir à nouveau à SmackDown. Donc voilà, je pense qu'on va leur donner encore une chance au titre, hein, ça c'est sûr. Mais bon, voilà, c'était ma petite surprise. Le ZOC au complet, hein, Gallows, Anderson, Michin, Mia Yim et AJ Styles. Donc ça c'était la petite surprise aussi. Donc finalement il est déjà de retour, AJ Styles. C'est une bonne nouvelle. Maintenant il se dit qu'il n'est pas encore tout à fait rétabli et qu'il ne va pas catcher tout de suite, hein. C'est vrai qu'on l'a pas vu là. Dans le segment avec les Viking Raiders, il s'est mis en retrait et il a laissé les trois autres face justement aux Vikings et Valhalla. Du coup on n'a pas encore vu vraiment AJ Styles à l'œuvre et en action. Donc visiblement, effectivement, il n'est pas encore prêt, mais parce que bon, sa blessure était quand même assez importante. Donc, mais en tout cas, je suis content de le revoir et ça peut être aussi quelqu'un qui serait buildé à un moment donné pour aller chercher Roman Reigns, hein. Il l'a déjà fait dans le passé, hein, mais comme ça fait un petit moment, ça me gênerait pas qu'on revienne là-dessus parce que ça commence à faire quelques années qu'on n'a pas eu les deux en confrontation. Roman Reigns, donc, oui, on peut en reparler, la Bloodline, mais pas la Bloodline au complet, donc ça c'est intéressant, c'est Roman Reigns avec Paul Heyman, hein, il a été cité aussi, mais il n'est pas sur le visuel, mais il a été cité aussi, Heyman et Reigns, hein, tu peux pas les dissocier, avec les deux ceintures, donc, qui n'ont rien à voir donc, avec le nouveau, et Solo Sikoa, donc ça c'est intéressant aussi d'un point de vue storyline, puisque effectivement, les Usos ne sont pas accompagnés, ne les rejoignent pas, en tout cas pas pour le moment. Et en plus ils ont perdu les titres tag, donc ça va être intéressant de voir s'ils vont pas passer à Raw, s'ils vont pas turner face, s'ils vont pas se faire laminer par Solo Sikoa suite à ce qui se passera à Backlash, hein, ça on en reparlera tout à l'heure. Voilà, ça c'est intéressant, mais en tout cas le show bleu continue de marcher avec Roman Reigns, et c'est normal puisque voilà, le titre heavyweight lui reste du côté, enfin va passer du côté de Raw, et c'est normal. Bobby Lashley, donc ça c'est intéressant puisque du coup le titre US, il peut être champion US, donc ça serait crédible à Backlash, puisque vu que Gunther sera à Raw avec le titre intercontinental, le titre US sera à SmackDown, donc ça rend possible une victoire à Backlash de Lashley. Tout dépend de ce qu'ils feront avec Theory, mais en tout cas bon, faudra pas être trop con. Si draft Theory et Bronson Reed à Raw, c'est fini. Il n'y a plus de suspense, c'est fini et Lashley prend le titre. J'espère, j'ose penser qu'ils vont pas être aussi bêtes et qu'ils vont quand même au moins drafter au moins l'un des deux entre Theory et Reed, histoire de garder un peu de suspense. Moi personnellement, je mettrais Theory, ça serait logique. Je mets Theory à SmackDown. Et alors Reed, on verra s'ils le mettent à Raw à SmackDown. Mais en tout cas, si Reed reste à Raw et que Theory rejoint Lashley à SmackDown, du coup, on pourra déjà supprimer Bronson Reed de l'équation, hein. Ça paraît logique, hein. Ils feront pas un nouveau draft selon les résultats de Backlash, hein. Une surprise aussi, c'est quand même Edge qui fait partie des draftés à SmackDown. Donc ça c'est un peu pour la partie un peu la caution nostalgique, un peu la partie NT1 aussi pour les nostalgiques. Ça fera du bien de le voir à Raw, à SmackDown pardon. Mais pour moi c'est un free agent quoi. Il devrait être free agent, il devrait même pas être éligible au même titre que les autres. Et en plus il a été drafté en bonne position quoi. Bon, ça m'étonne un peu de voir Edge dans cette liste. Et alors là, encore une fois, une des grosses surprises pour moi, et qui m'énerve, Damage Control au complet. Donc on ne split pas le clan, du moins pour le moment. Est-ce qu'ils attendent le résultat de Backlash entre Sky et Belair pour le faire? Mais en tout cas, quel que soit le résultat, ce qui est sûr, ce qui est acquis, et c'est ce qu'on voit sur le visuel, c'est que Damage Control est au complet. On n'a pas profité de la draft pour l'expliquer, alors que c'était indispensable de le faire. Je veux dire, là, ce clan, c'est n'importe quoi. C'est la catastrophe. Cette défaite à Mania, c'était le dernier coup dans leur cercueil, et ils l'ont continué. On a continué à les voir ensemble dans les weekly qui ont suivi, et elles ont continué à prendre défaite sur défaite. Alors oui, il y a cette petite victoire de Sky, mais évidemment, parce qu'il fallait qu'elle se qualifie et pour donner une adversaire à Belair à Backlash. Mais sinon, c'est catastrophique. Et on l'a encore vu cette semaine, où Bayley a pris le pin dans le 3 contre 3 là, avec Belair, Raquel, Liv Morgan et Damage Control. Bayley a pris le pin, quoi, la leader, enfin soi-disant.
comme à Mania, elle prend un nouveau pin. C'est catastrophique ce clan, catastrophique. Et bon, bah on en reparlera tout à l'heure, mais bon, Io Sky, faut pas rêver, elle gagnera jamais. Donc ça va être encore une défaite pour Damage Control et je comprends pas pourquoi elles sont encore ensemble. Donc j'espère que au moins ils vont, même si ces trois-là sont à SmackDown, bah, qu'au moins ils vont splitter le clan, que Bayley va repartir solo et voilà, quitte à garder peut-être la team Dakota Kai et Io Sky, ou alors carrément en faire 3 lutteuses solo. Faites ce que vous voulez, mais ne gardez pas ce clan ensemble. C'est terminé, c'est un flop et elles sont bookées affreusement. Affreusement. Donc faut arrêter. Tout simplement. Donc ça m'a un peu surpris. C'était l'une de mes surprises, je dirais, de cette première nuit de la draft. Et on va terminer avec les ajouts. Donc alors là on est plus sur de la low card, hein, par rapport à ce qui a été annoncé à SmackDown Lowdown en fin d'après-midi en France en tout cas. Voici le visuel. Voilà, que j'ai fait. On va d'abord parler de Raw à gauche, avec les Viking Raiders, donc qui vont être draftés à Raw. Donc ça peut expliquer aussi pourquoi ils se sont pris une petite raclée de la part de The aussi, même si ça me fait chier, hein, ça m'a encore fait chier de voir les Vikings se faire balader comme ça par The aussi, et avec une dernière couche pour la route, avec ce phénoménal forearm de AJ Styles. C'est bon, c'est bon. Et en plus, il y aura un dernier match d'adieu, hein, du coup, SmackDown entre Viking Raiders et Gallows et Anderson. Bah, du coup, bon, bah, à mon avis, hein, Gallows et Anderson vont gagner, histoire d'un peu de les crédibiliser pour leur arrivée à SmackDown, pardon. Et du coup, bah, les Vikings vont passer à Raw, mais bon, là aussi, on parle de damage control. Alors là, c'est aussi la cata pour Viking Raiders, hein, en termes de booking, c'est quand même assez foireux. Hein. Dexter Lumis, bah du coup voilà, reste à Raw. Hein, voilà, The Way va rester en place. En attendant Gargano, ça on peut le dire, puisque Candice LeRae, justement, c'est le nom qui est juste en dessous, elle reste à Raw aussi. Donc The Way va être en force. Indy Hartwell donc va être là aussi. Maximum Male Models, donc les trois ensemble, avec Maxime Dupri aussi, ce qui peut donner peut-être lieu finalement au seul véritable split de cette draft. Ça serait peut-être celui de l'Alpha Academy, avec Chad Gable qui partirait du côté de SmackDown et Otis qui resterait du côté de Raw, ce qui permettrait de raconter l'histoire, de la développer entre Otis et Dupri notamment, et Maximum Male Models. Je pense que c'est ça qui va arriver, et que Gable lui veut partir à SmackDown, continuer à bien nous camper son personnage et nous proposer du bon catch dans des matchs de mid-card de qualité. Elle était attendue aussi, Zoe Stark. Zoe Stark rejoint Monday Night Raw, donc ça c'est un très bon pick pour Raw, une très bonne catcheuse. Qui a fait ses preuves, hein, à NXT, et qui avait fait quelques piges à Main Event notamment, et pour moi c'est un nom qu'il fallait prendre, je pense, et ça va faire du bien au roster féminin de Raw, hein, qui va être encore pas mal au niveau des filles. Maintenant, toujours pareil, le problème c'est toujours le booking. Il faudra voir comment elles seront mises en valeur, parce que c'est pas la joie en ce moment, donc j'espère que ça ira pour Zoe Stark. JD McDonough, qui est un peu une surprise, je dirais, parce que c'était pas forcément le nom principal que je voyais du côté de NXT. Mais c'est aussi un très bon catcheur, qui a aussi quand même bien progressé, qui a bien, je dirais, gravi les échelons depuis NXT UK, NXT ensuite, et donc le main roster, ça va rejoindre un peu la communauté irlandaise, hein, avec Becky et Finn Balor du côté de Raw, en attendant peut-être Sheamus aussi. C'est un élève, hein, de Finn Balor d'ailleurs, hein, JD McDonough ou Jordan Devlin, donc ils se connaissent parfaitement. Le Irish Ace, donc ça pourrait faire un bon match. Là aussi, ça va renforcer la mid-card. Alors pareil, comment est-ce qu'il sera bien traité? Est-ce qu'il va réussir à faire son trou? Ça, on verra bien. Mais il y a des bonnes feuds à venir. Je verrais bien un Gargano McDonough par exemple. Ça pourrait être sympa. Ou un Seth Rollins McDonough. Voilà, il y a pas mal d'affiches sympas. Et là, ça fera aussi du bon catch. Là, ça sera qualitatif, et ça sera de la pure mid-card, mais la mid-card de qualité. Là aussi, il y aura pas trop de problèmes de ce côté-là, donc j'attends de voir ce que ça va donner. Apollo Crews, qui est aussi pour moi une surprise, parce qu'il avait fait son retour à NXT, après une période un peu compliquée dans le main roster, et un passage avec son accent africain qui était pas franchement convaincant.
une feud éclair avec Dabakato, hein, avec l'ancien Commander Aziz. Voilà, c'est retour d'Apollo Crews. Ouais, ça me pose un peu question. Bon, c'est pareil, hein, c'est un bon catcheur, un bon performeur. Pareil pour la mid-card, ça sera très bien. Ça peut faire aussi des bons matchs avec JD McDonough d'ailleurs aussi. Mais bon, ça pas plus que ça quoi. Et bon, au moins on évitera hein, probablement le retour de l'accent africain, hein, ce qui était un peu ridicule. Mais ouais, ça me pose un peu question. Bon, ils avaient tenté de le faire hein, en période pandémique, hein, du temps où Paul Heyman était a été un petit peu aux manettes, je dirais, d'Euro. Mais bon, ça, il a tenté de le mettre un peu en avant, mais bon, autour du titre veste notamment, mais c'était pas franchement convaincant. Donc je suis un peu surpris. C'est pas forcément dans les choix que j'aurais pris. Natalia, bon, c'est voilà la vétérante qui revient à Raw, donc elle fait beaucoup d'allers-retours à chaque fois. Pas grand chose à dire. Voilà, faut qu'elle mette les jeunes en avant. Elle se mettra peut-être en tag team de temps à autre, peut-être avec Shotzi. Hein. En attendant, on verra où Shotzi va aller. Peut-être que Shotzi va aller à Raw, hein, parce que là, dernièrement, ils étaient un petit peu en équipe avec ensemble, donc voilà, on verra. Mais bon, franchement, ça n'a plus trop d'importance maintenant, Natalia, en 2023. Et l'équipe, hein, là, on les a mis ensemble. Hein, Sonya Deville et Chelsea Green, donc on persiste avec la team des Karen, entre guillemets. Ce qui peut être un mauvais signe par rapport à Carmella, hein, puisque là, ça commence à faire un petit moment qu'on ne la voit pas et que son retour a été mis aux oubliettes. Hein, en tout cas, son retour aura été clair. Est-ce qu'il n'y aurait pas un polichinelle dans le tiroir? C'est pas impossible. Elle a eu malheureusement une fausse couche, hein, on le sait, il y a quelques temps. Est-ce que finalement, ça y est, est-ce qu'il n'y a pas, je dirais, un round 2, entre guillemets on verra. C'est peut-être pour ça qu'elle est absente. Et du coup, bon, même si, du coup, c'était plutôt prometteur entre Carmella et Chelsea Green, où j'avais senti qu'il y avait une bonne alchimie. Sonia fait le taf, je dirais. Sonia fait le taf avec Chelsea. Je pense que ça peut être sympa. On a besoin de team, que je vous le disais tout à l'heure. C'est bien on les a vus avec les Écossaises. D'ailleurs, bon, les teams féminines, à mon avis, ça va un petit peu se tourner entre les deux brands, hein, parce que bon, il n'y a pas assez d'équipes, donc je pense il y aura pas mal de passerelles entre les deux brands. Et Green et Deville pourront tourner un petit peu par moment autour des titres, voilà, avec les Écossaises et les championnes actuelles, voilà, on verra bien. Mais on a besoin de tag team, donc une petite tag team heel, voilà, qui est plus dans la gimmick plus que dans, je dirais, le in-ring, mais on en a besoin, je pense que c'est bien, et ça fera le taf. Mais en tout cas, voilà, une petite inquiétude quand même pour Carmella, mais ça fera du petit moment sympa et un peu frais au milieu de show. Raw a besoin de ça aussi, hein, c'est 3 heures, donc il faut un peu meubler de temps à autre. Hein. Et du côté de SmackDown, c'est très rapide. Hitro et Lacey Evans qui restent SmackDown. Voilà, il n'y a pas plus que ça dans les ajouts. Voilà, là on est vraiment dans de la low card. Hitro, ça ne fonctionne pas, ce sera de la low card et ça va le rester. Mais on a besoin aussi de jobbers. Voilà, il faut aussi penser aux jobbers. Hein. Et Lacey Evans, bon, encore un énième flop. Hein, il y a un énième retour qui ne fonctionne pas. Peut-être qu'il serait peut-être temps de revenir aux origines. Et à la Southern Belle, c'est peut-être ça qu'il faudrait refaire. Hein, parce que finalement, il n'y a que ça qui a plutôt fonctionné. Parce que là, sa gimmick militaire, ça c'est quand même un gros flop. Hein. Donc là, on verra comment ça va être, ce que ça va donner, hein, son énième comeback, mais je n'y crois pas des masses. Et alors les free agents, il y a des free agents donc en bas de l'écran. Homos MVP, puisque MVP visiblement a œuvré pour que Homos puisse choisir sa brand et soit free agent. Bon, pourquoi pas, ils ont justifié ça de façon kayfabe. Et les trois noms, alors les trois noms qu'il y a, alors là je ne comprends pas, c'est très très surprenant. Mustafa Ali et Dolph Ziggler, qu'on a un temps à un moment donné cru qu'ils allaient être en équipe, et finalement non. On ne sait pas ce qui va en advenir, ça va être utilisé. Ali Ziggler, donc en free agent, bon Ziggler il est en fin de carrière, donc pourquoi pas, voilà. Mais Ali, je suis un peu plus surpris. Et Von Wagner dans les free agents, pourquoi? Je ne sais pas. C'est très très étonnant. Je ne me l'attendais absolument pas. On pensait que ça allait terminer avec Robert Stone. Finalement, Robert Stone a finalement décidé de changer d'avis parce que
Et là, il a dit à NXT que voilà, il a un peu fendu l'armure, Wagner, en disant ah ben je suis un fan de la VVE, je suis un fils d'un ex Beverly Brother. Voilà, pour ceux qui ont suivi cette équipe dans le passé. Voilà, il a un peu dit qui il était. Et là, bon ben, Robert Stone était content. Il a dit ah là, on part sur une base de travail. Ça y est. Bon, bah du coup ils vont rester ensemble. Il y aura peut-être un repackaging en Beverly Brother. J'espère pas, mais ça va être horrible. Bon, Von Wagner, franchement, ça fonctionnait pas à NXT, ça fonctionnera pas dans le main roster. Bref, je n'y crois pas une seule seconde. Et c'est vraiment pas la folie in ring en plus. Hein. Donc voilà pour ces free agents qui sont quand même assez étonnants. Et on attend de voir, bon, mais d'autres noms, hein, notamment de NXT, Dragunov, Tyler Bate, les Pretty Deadly. Les Pretty Deadly, ça fera du bien, c'est d'avoir des équipes, parce que Pretty Deadly, on les a tués, hein, entre guillemets, à NXT. On les a noyés. Les mafieux, les ont coulés, donc maintenant qu'ils sont morts à NXT, bah, il n'y a pas d'autre choix, il n'y a pas d'autre choix que de les mettre dans le main roster. Voilà, ils sont morts, in kayfabe, ils sont morts, donc à NXT. Donc c'est l'occasion idéale de les mettre dans le main roster. Alors, ce qui m'embête, c'est qu'ils sont très je dirais, gimmickés, et très un peu old school, et que je suis pas sûr, comme ils sont aussi très dans la comédie, je suis pas sûr que ce soit la tasse de thé Triple H. J'ai un peu peur de la façon dont ils seront bookés et portrayés. Autant avec Vince, j'aurais pas été inquiet parce que je pense que c'est très très Vincesque dans l'esprit, les Pretty Deadly. Même à HBK qui finalement, je trouvais bien plus l'héritier véritable de Vince que la Triple H. Hein, finalement, quand on voit ce qu'il fait à NXT, je pense que un HBK aurait fait l'affaire pour les booker et les construire correctement. Alors qu'un Triple H, je suis plus dubitatif. On verra ce que ça donne, mais en tout cas, voilà, on va avoir les Pretty Deadly dans le main roster, on verra dans quel brand, et c'est nécessaire. Ça va être nécessaire pour un peu renforcer cette division tag team qui n'a pas été aussi bien mise en valeur, aussi voilà, avec les Usos qui ont accaparé les titres pendant très longtemps. Donc j'espère qu'on va voir voilà, un peu de nouveauté, Pretty Deadly peut-être contre Owens et Zayn, voilà peut-être. Voilà, ça fera et les Street Profits, voilà, il y aura des choses à faire. Ça donnera un petit côté fun dans le main roster. Pretty Deadly, ça sera une bonne main, mais voilà, faudra voir comment Triple H aussi va les présenter, va les portrayer et les mettre en valeur. Voilà, j'ai un peu plus de doutes. Voilà, Dragunov, Tyler Bates, ça serait très bien. Braun Breaker, Catherine Hill, on verra s'ils vont continuer avec lui ou pas, ou s'ils vont le laisser à NXT. La question se pose. Je pense que chez les filles, on a ce qu'il faut. Ils ont fait passer assez de filles dans le main roster là. Peut-être Grayson Waller aussi, qui est pas très loin, je pense non plus du main roster. Là aussi, vu qu'il a perdu sa chance au titre contre Carmelo Hayes, donc c'est peut-être le moment aussi de le mettre dans le main roster. Voilà, c'est peut-être aussi une idée. Bon, je suis pas un grand fan de Waller, mais ça pourrait faire l'affaire aussi. Bref, voilà, et je pense qu'il y a encore des noms NXT qui vont arriver, c'est même sûr. Et on verra cette mi-2 comment ça va se passer avec la suite. J'irai des choix qui vont être un petit peu plus prévisibles pour certains, au vu déjà des premiers choix qu'on a vus. Voilà, maintenant on va passer au pay-per-view Backlash et au pronostic. C'est parti, donc on va présenter déjà le poster, le voici, voilà, c'était en tout cas celui qui avait été présenté depuis quelques temps, avec évidemment Bad Bunny largement mis en avant, puisque c'était le host du pay-per-view, on le savait depuis un petit moment. La date, elle est écrite en gros, on peut pas la rater, c'est le 6 mai, donc c'est samedi prochain, 1h30, samedi, alors c'est ce qu'indiquait, 1h30 du matin chez nous, bon ça sera plus, je dirais l'heure du kick-off, hein, mais même avant, hein, normalement ça va être de 1h à 2h. Le kick-off, hein, selon la tradition, mais ça sera peut-être seulement 1h30, mais je vois pas un kick-off d'une demi-heure. Hein. Bref, en tout cas, le pay-per-view, ce qui est sûr, ça sera à 2h du matin. Ça, c'est sûr, dans la nuit de samedi à dimanche. Voilà, un pay-per-view vraiment de transition, hein, il faut le dire les mots, hein. C'est vrai que là, on a passé le gros morceau de Mania. C'est le dernier show avant la mise en application de la draft, hein, justement, puisque on sait que la mise en application de la draft, ce sera dès l'après-backlash, c'est-à-dire dès l'Euro qui suivra, à savoir le 8 mai. Le 8 mai, c'est la séparation des brands, les nouveaux rosters en place. Donc, bah, du coup, on est dans cette espèce d'entre-deux qui est toujours un peu délicat. C'est toujours chiant de gérer ça quand on a une draft et un pay-per-view qui suit juste après. On avait déjà vécu ça.
et dans le passé, et c'est vrai que c'est chiant parce qu'on a l'impression que finalement on est plus dans l'attente de que ce pay-per-view passe quoi, et qu'on pour enfin se mettre dedans, être impliqué, investi et se dire ah allez maintenant on a les rosters, on va enfin pouvoir passer aux choses sérieuses. Là on est plus dans régler les dernières affaires avant de dire au revoir pour certains et de dire je m'en vais à SmackDown ou je m'en vais à Raw et voilà. Mais là, bon, c'est entre deux, c'est un peu chiant, quoi. Du coup, bon, on attend les annonces des drafts, quoi. Moi, à la limite, personnellement, j'aurais préféré qu'on annonce les drafts après Backlash, qu'on le fasse justement lors du Raw, lors du Raw qui suit Backlash et du SmackDown qui aura suivi aussi Backlash, plutôt que de les faire avant. Parce que là, du coup, on est dans cet entre-deux. Et en plus, ça permet peut-être même de spoiler un petit peu les résultats, parce que par rapport à ce qui a été déjà annoncé, bon, ça donne quand même pas mal d'indices sur les résultats potentiels des matchs. Donc c'est ça aussi qui est un peu dommage en termes de suspense, quoi. Déjà qu'il n'y en a pas, je dirais, globalement pas énormément de suspense dans ce pay-per-view, hein. Vraiment un pay-per-view de transition. La hype est vraiment pas énorme, hein. On n'est pas au niveau de Mania, ça c'est sûr. Ça rebaisse. C'est un petit showcase qui a un peu voilà, pour faire plaisir aux latinos et notamment voilà, Bad Bunny qui sera un peu la figure de proue de ce pay-per-view. Donc la poster voilà, que je vous présente là, mais qui a un peu changé, qui aussi maintenant fait plus honneur à son match qui va avoir lieu face à Damien Priest. Maintenant l'affiche ressemble plus à l'affiche du match finalement. Voilà, en tout cas voilà pour l'affiche. On va passer donc au pronostic et le premier match qui a été annoncé, je pense qu'on va rester à 7 matchs, on en a 7 actuellement, ça bougera pas. C'est un format 7 matchs, c'est maintenant les formats plutôt classiques maintenant. Donc on ne bougera pas et je n'ai pas du tout de match que je verrai s'ajouter à ça. Le premier match, Seth Rollins contre Omos, là c'est le match complètement random au possible. C'est direct, c'est même hors des habitudes même de Vince hein, et de Triple H pareil, c'est très bizarre parce qu'on nous l'a annoncé à SmackDown la semaine dernière en nous déroulant comme ça la carte. On nous met le visuel de ce match qui n'a absolument pas été buildé jusqu'à maintenant. En tout cas au moment où ils avaient mis ce visuel, il y a la semaine dernière, ça sortait de nulle part. Il n'y avait eu aucune interaction entre les deux. Donc évidemment, il a fallu commencer à le builder ce match. Donc ils l'ont fait un peu à Raw. Bon, Rollins a confronté Omos. Voilà, la différence de taille. Ah oui, c'est impressionnant. Rollins, évidemment, il avait déjà l'œil sur le nouveau titre poids lourd. Hein, forcément, il le vise. Évidemment, c'est l'un des favoris à mon avis pour le prendre. Omos n'a rien dit comme d'habitude. Voilà, confrontation entre les deux. Rollins dit déjà qu'il va le battre, il va lui faire un stomp, que le public chantera sa chanson. Voilà, du classique, et c'est terminé, il s'est barré. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Il y aura peut-être un dernier build, à Raw. Peut-être que Omos prendra un peu l'avantage quand même, histoire de nous faire croire que, hein, et que au final, voilà, Rollins va gagner. Voilà, le pronostic, il est clair, il est net, il est précis. C'est un build, voilà, ça va refaire comme un Mania. Omos va être là pour prendre son pin parce que je vois pas autre chose. Et Omos d'ailleurs, il est free agent. Et ils l'ont balancé en free agent. On s'en fout quoi. Donc Rollins lui sera l'une des têtes d'affiche probablement de Raw, donc comme je vous l'ai dit, puisqu'il y a Becky Lynch qui est déjà assuré d'aller à Raw. Il va viser le titre poids lourd, on le sait. Et donc il faut le builder fort. Voilà, il faut une grosse victoire pour Rollins, une petite victoire facile pour déjà le préparer pour le fameux tournoi, probable tournoi qu'il y aura pour désigner, je dirais, les deux finalistes qui iront aller combattre pour ce titre. Je pense que ça va être un truc comme ça. Donc Rollins, c'est juste un match gratuit pour builder Rollins quoi, et pour faire plaisir au public qui chantera sa chanson, parce que voilà, c'est ce que le public attend maintenant à chaque fois. Donc victoire de Rollins, un stomp, comme il l'a dit, et voilà quoi. Enfin alors ça va être intéressant de voir ce qu'un très bon catcheur peut faire face à Omos. Parce que bon, d'habitude on lui donne des big guys, donc là je dirais un athlète, je dirais qui vraiment accomplit un vrai catcheur, vraiment un vrai catcheur peut faire face à Omos. Est-ce que ce sera plus excitant? Peut-être un poil, mais alors vraiment pas de beaucoup. Ça sera pas très très long encore, hein, je pense. Et ça,
il n'y aura pas de suite, hein, ça sera pas du tout un match je dirais à étape ou à épisode. Hein, c'est un one shot ce match, hein, ou un one shot même j'ai envie de dire, parce que bon, ce match ça sera pas brillantissime. Hein. Même si Rollins est en face, il va essayer de tout faire pour le magnifier un petit peu, mais bon, je n'ai pas le moindre espoir de ce côté-là. Hein. Donc victoire de Rollins, voilà, ce sera pas un grand match, voilà, et ce sera juste pour dire, ben voilà, Rollins là, il est prêt, il est chaud, et il va aller chercher ce titre poids lourd. C'est rien d'autre que ça. Allez, match suivant, triple threat match comptant pour le titre US entre Bronson Reed, Theory, le champion, et Bobby Lashley. Build-up bizarre, encore une fois, assez paresseux, je dirais, parce que bon, à la base, c'est quoi? C'est une feud entre les deux big guys, qui n'a absolument rien à voir avec le titre US, absolument rien à voir, puisque c'était tout part de la bataille royale d'André le Géant, hein, la veille de Mania, et puisque c'était les deux derniers survivants, Lashley avait éliminé Bronson Reed et avait donc gagné la bataille royale. Tout part de là, du coup, les deux se sont affrontés à Raw. Ça s'est terminé comment? Avec un double décompte à l'extérieur. Donc il n'y a pas eu de vainqueur. Et lors du Raw qu'il y a eu la semaine dernière, on avait un Theory contre Lashley. À un moment donné, Bronson Reed est intervenu. Il a foncé dans le tas. Il n'y a pas eu no contest. Et là, ça s'est bagarré. Theory était parti à l'extérieur. Donc Bronson Reed n'en avait qu'après Lashley. Hein. La feud, elle n'est qu'entre ces deux-là. Hein, voilà, je le rappelle. Donc ça s'est bagarré entre les deux. C'est revenu dans le ring. La Theory, en crevard, a donné juste le petit coup qu'il fallait là sur Lashley pour un peu aider Reed. Et Reed a achevé Lashley avec un tsunami, quoi. Et ils ont remis ça dans le dernier Raw. On semblait avoir une alliance entre les deux heels pour s'en prendre à Lashley. Sauf que, évidemment, Theory, il a achevé Lashley avec son Down Down, sauf que derrière, il y avait Reed qui s'en est pris à Theory, et voilà, et qui a soulevé la ceinture. Malédiction! Et non, faut jamais faire ça, quelle erreur! Bronson Reed a soulevé la ceinture, donc ça veut dire déjà qu'on peut déjà le mettre hors jeu. Voilà, ça c'est l'idée, le prono classique, hein, ça c'est le théorème. Il ne faut jamais soulever la ceinture avant un pay-per-view, jamais! Sinon, c'est terminé. Et puis bon, on verra la draft, hein, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Si Reed ne part pas à SmackDown, c'est terminé pour lui. Lashley, on sait, lui, il est déjà à SmackDown, il est drafté. On verra ce que Theory va faire. Où est-ce qu'il va le drafter? Mais vu qu'il a le titre, je pense qu'il va être drafté à SmackDown. Et puis histoire de garder un petit suspense pour Backlash et de se dire ça va se jouer entre Theory et Lashley. Voir Reed, s'ils veulent drafter tout le monde à SmackDown, ça peut être aussi l'idée intelligente pour au moins garder intact le suspense, qu'au moins tous les trois seraient éligibles pour gagner, ce serait peut-être le meilleur choix à faire. Il y a des petits clips promotionnels maintenant pour Bronson Reed à Raw, donc on a l'impression qu'on va essayer de le builder, de le construire un peu fort. On verra. Je pense qu'il est pas là pour prendre le pin, Bronson Reed, mais s'ils veulent le builder un peu fort. Lashley, c'est pas facile de faire un pin sur l'un des deux big guys. Je pense quand même, par rapport au pronostic, je vais rester sur Theory. Je vais rester sur Theory qui pour moi doit être le premier champion US, on va dire, du côté de SmackDown. Même s'il y a la tentation Lashley aussi, qui pourrait se tenir. Mais je pense qu'on va garder Lashley, on va garder Theory, pardon, parce que la feud elle est pas elle ne porte pas sur le titre US, bizarrement. En fait, c'est un match qui a été complètement fabriqué autour du titre US pour donner au moins un title shot, parce que c'est vrai que Theory il a rien fait depuis qu'il a battu Cena, à part le dire de temps à autre qu'il a battu Cena, il a rien, il a pas d'adversaire. Donc du coup, ils ont un peu déplacé cette feud entre Reed et Lashley pour l'intégrer autour du titre US. Mais en soi, les deux, ils étaient pas orientés vers ça. Ils n'étaient pas orientés vers ce titre. Et c'était entre deux big guys qui avaient envie d'en découdre. Alors oui, en promo, Lashley, du coup, il a été obligé de dire quelque chose. Il dit, oui, mais là, tu es en train de porter mon titre, là, Theory. Tu portes mon titre. Donc, il a fallu qu'il trouve un du lion, hein, pour justifier ce booking et puis ce match, quoi. Donc, voilà, bon, pour moi, Theory va rester champion.
pour essayer de continuer la feud entre les deux. Donc peut-être que les trois vont aller à SmackDown en fait. Continuer un peu la feud entre les trois big guys, entre les deux big guys pardon, et que Theory peut passer à autre chose. Maintenant, il va falloir voir comment ça va être protégé parce qu'il faudra protéger un peu tout ça. Et je pense que Theory va porter un roll-up où il va être victoire opportuniste. Voilà. Peut-être que un exemple, un tsunami porté par Reed sur Lashley. Et là, au dernier moment, Theory dégage Bronson Reed avec un dropkick par exemple, un peu à Razmot. Et là, il fait le pin sur Lashley. Pour moi, finish parfait, protection dans la défaite et victoire en opportuniste. Voilà, de Theory. Ça me semble pas mal. Je pense que c'est mieux de le profiter comme ça sur un tsunami qu'après un Hurtlock. Il peut peut-être en profiter sur un spear de Lashley sur Reed, et derrière pareil on dégage Lashley pendant qu'il fait le tomber, et hop on en profite derrière, on fait le tomber à la place de Lashley, victoire en opportuniste de Theory. Voilà, un truc comme ça, je pense, voilà, ça va être une victoire un peu comme ça. De toute façon il n'y a que comme ça qu'il pourrait gagner, Theory, parce que là il paraît très, j'irais, underdog dans l'affaire, mais voilà, pour moi victoire de Theory, et on laisse les deux continuer éventuellement leur feud de big guys, quitte à faire un petit street fight, voilà, un match un peu no DQ, histoire d'en découdre et de terminer cette mini feud une bonne fois pour toutes, et de construire peut-être aussi Lashley, parce que je pense que Lashley à SmackDown, bah à mon avis on le prépare pour une feud avec Reigns, parce que c'est vrai qu'on l'a pas eu cette feud, mine de rien. Ça va donner des feuds un peu fraîches. Il va bien falloir donner des adversaires un peu à Reigns. Donc je vais parler des Jay Styles tout à l'heure, mais je pense que Bobby Lashley il va être dedans, c'est évident. Voilà, un truc autour de Lashley et de Reigns. Ça c'est pour les semaines ou mois à venir. Ça, à mon avis, ça va être comme ça. Voilà. On va passer maintenant au match suivant. Bah justement, le Bad Bunny contre Damien Priest, dans je l'ai précisé, je l'ai ajouté, un San Juan Street Fight. Bon, voilà, on aime bien ajouter des noms de villes derrière Street Fight, mais ça ne change strictement rien. On peut mettre n'importe quel nom de ville, ça fonctionne à chaque fois, et ça ne change strictement rien à la stipu. Ça reste un match Street Fight, donc no DQ, utilisation d'armes, de kendo stick, de chaises, de tables, de tout ce qu'on veut. Ça ne change rien, et il n'y a pas de DQ, donc match un peu surprise, parce que pour moi, même si tout part de ce fameux choc slam porté par Priest sur Bad Bunny, sur la table des commentateurs qui s'était écroulé, ça c'était juste après Mania, ce qui avait valu l'absence de Bunny quelque temps, et qui était revenu donc au dernier Raw pour se venger. Ça c'était très prévisible. Je m'attendais quand même nettement à un match tag, qui était quand même pas mal teasé, entre Rey Mysterio et Bad Bunny d'un côté, et Dominic Mysterio et Damien Priest de l'autre. C'était quand même plutôt bien parti. Voire, à ce moment-là, vu la fin du match entre Rey et Dominic, peut-être un Dominic contre Bad Bunny aussi. Puisque finalement Bad Bunny est intervenu pour prendre la chaîne des mains de Dominic et provoquer finalement derrière la défaite de Dominic. Donc ça aurait pu aussi être entre Dominic et Bad Bunny. Ça aurait pu être aussi donc le tag match. Et on est parti sur la troisième voie que je n'attendais pas spécialement entre les deux. C'est assez couillu, je dirais, parce que c'est quand même un match 1 contre 1. Donc il n'y a pas l'appui d'un partenaire là cette fois-ci pour Bad Bunny. Puisque on se rappelle de Mania, son premier match, où il était en équipe justement avec Damien Priest pour affronter Morrison et Le Miz à Mania. Là, il est tout seul. Il va être 1 contre 1, tout seul. Alors il y a les armes. Donc ça c'est les armes, c'est le côté un peu protecteur qui permet aussi de compenser, de cacher un peu la misère, comme on dit souvent. Enfin comme je dis souvent. Et ça peut être aussi la bonne idée. Je pense que c'est aussi ça. C'est une bonne béquille, on va dire, d'utiliser des armes lorsqu'on n'est pas un catcheur non plus établi et je dirais d'expérience. Donc je pense que c'est pour ça qu'ils ont fait ça. Maintenant, match no DQ, les Mysterio forcément qui sont largement impliqués dans le build-up, le Judgment Day forcément, voilà, ça va de pair. Street Fight, c'est un match qui va être overbooké au possible. Évident, ça va être overbooké. Il n'y a même pas besoin spécialement de rare replay dans l'affaire, même de Zelina Vega. Là, ça peut jouer juste avec les Mysterio, et puis avec, voire peut-être Finn Balor, mais pas plus que ça.
Mais il y aura forcément de l'aide extérieure. Hein, c'est aussi pour ça qu'ils vont faire ce street fight. Et puis ça va permettre aussi d'aider Bad Bunny, qui va avoir du mal quand même à tenir un match à lui tout seul, comme un grand, avec son expérience quasi très 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 limitée. Quand bien même, il nous avait quand même assez impressionné à Mania d'il y a 2 ans. Mais là, alors c'est quand même pas facile, comme d'assurer ça. Un Logan Paul peut y arriver, mais Brad Bunny, bon, on verra, hein, il va peut-être encore nous surprendre, hein, en faisant les choses tout seul comme un grand. Mais vu la storyline, je vois pas autre chose qu'une intervention des uns et des autres, et pour essayer de faire un gros overbooking et de permettre, évidemment, la victoire à domicile de la star, parce que il ne peut en être autrement. C'est le show Bad Bunny, c'est le qui n'est plus officiellement le host, hein, parce qu'il l'a dit lui-même, il n'est plus le host, hein, du show, il est performeur maintenant. Mais c'est quand même, quoi qu'il en soit, qu'il soit host ou pas, c'est la star. C'est c'est euh, c'est d'ailleurs la salle où va avoir lieu ce show. Apparemment, c'est le plus gros, la plus grosse affluence qu'il y a eu dans l'histoire de cette salle. Bah, c'était pour un concert de Bad Bunny. C'est ça qui est drôle. C'est ce que j'avais pu lire. Donc c'est quand même la grosse star. Et, euh, et on est là pour du pur fan service. Alors là, c'est du pur fan service. On aurait pu avoir la même chose à Mania, ça aurait été exactement le même effet. Là, on est sur du gros fan service. Et là, le public va être content. On aura un match sympatoche. Je pense qu'il fera le taf. J'ai plutôt confiance en Bad Bunny. Voilà, il a ses coups de kendo stick, là, à Raw, c'était plutôt sympa, c'était plutôt pas mal. Je pense qu'il fera le taf, mais ça va être très overbooké, l'aide de Rey Mysterio. Et je pense qu'au moins, je dirais que ça m'aurait un peu emmerdé quelque part, les Mysterio dans un tag match, parce que il aurait fallu éviter. Ça n'a pas été évident pour le pronostic, parce que du coup, avec Dominique qui a déjà perdu le premier match à Mania, est-ce qu'il aurait peut-être perdu du coup, ou probablement perdu à nouveau là? Ça aurait fait 2 défaites pour Dominique. Et là, ça aurait été un peu beaucoup. Donc, c'est pas plus mal finalement d'éviter ça. Au moins, on protège ça. Les Mysterio, on les met de côté. On va les faire intervenir, hein, de toute façon. Mais comme ça, à mon avis, je pense qu'il y aura quand même une compensation à un moment donné. Donc avec Ray qui risque de faire gagner son pote, la Bad Bunny, et que derrière, on ait encore un dernier match. Je pense que elle est pas tout à fait terminée, cette histoire entre le père et le fils, et qu'on fera un match à SummerSlam, peut-être un peu en élevant un peu les stakes, quoi, les enjeux, en mettant peut-être un- le masque en jeu, quoi, le masque de Rey Mysterio en jeu, ce sera peut-être ça, pour un gros match à émotion à SummerSlam. Et cette fois-ci, la défaite et la compensation, donc la défaite du père, pour au moins enfin mettre en avant Dominique, parce que je pense qu'il faudra une compensation à cette défaite de Mania que j'ai pas vraiment digéré encore, donc il va falloir le faire. Donc à mon avis, ce sera quand même pratiquement un an de storyline, mine de rien, entre le père et le fils, hein. Ça aurait été quand même une suite de long cours, mais je pense qu'elle n'est pas finie, et ça sera qu'une étape encore dans le storytelling, dans le build-up, et je pense qu'il y aura encore quelque chose, encore un élément fort, un match fort entre le père et le fils. Et ça sera une étape, encore une fois. Donc intervention, je pense, de Rey Mysterio pour éviter que Dominique n'intervienne ou foute la merde. Parce qu'à mon avis, il va intervenir le premier, Dominique, pour la hit. Et je pense que là, Puerto Rico, Dominique, il va se faire huer comme jamais. Rey Mysterio pour la pop viendra faire le save, fera gagner Bad Bunny et il lèvera le bras de son pote. Et voilà, fan service total. Voilà, ça sera sympa comme match. Voilà, ça se laissera regarder certainement. Ça sera assez divertissant. Match suivant. Un replay contre Zelina Vega. Là aussi, build-up minimal avec ouais 2-3 interactions entre le Judgment Day et la nouvelle LWO. Qui laissait supposer que Vega allait peut-être avoir un petit quelque chose, voilà, avec Ripley, d'autant plus qu'évidemment avec un choix Puerto Rico et que Zelina Vega a des origines portoricaines, bon, quand on s'en doutait qu'il allait avoir un petit quelque chose, et voilà, bah, elle le dit elle-même, il y aura sa famille, il y aura ses amis qui seront là, donc c'est un cadeau, quoi, un très beau cadeau pour elle, voilà, ça mange pas de pain, ce sera un petit cadeau, je pense un très bon souvenir pour elle, voilà, et ils ont tenté quand même de nous faire croire que
hein, lors du dernier SmackDown avec un Riptide. En tout cas, on a cru qu'il allait avoir un Riptide de Ripley sur Vega, et puis elle a bien contré avec un DDT. Voilà, c'était joliment appliqué, très bien vendu par Ripley, et pour nous faire croire que Vega avait une chance, je dirais, de surprendre Ripley, mais bon. Voilà, hein, vous entendez mon ton. Hein, franchement, qui va croire en une victoire de Vega? C'est inenvisageable. C'est la dernière victoire, je dirais même de Ripley en tant que championne de SmackDown, puisqu'elle va devenir bientôt championne de Raw. Peut-être même déjà à Raw, donc dans un segment échange de ceinture. C'est à prévoir, hein, puisqu'elle l'a dit elle-même, Belair, qu'elle allait être championne de SmackDown, donc on va faire le switch. J'aime pas trop ça, mais bon, bref, c'est comme ça. Voilà, en tout cas, Ripley va aller à Raw. Et victoire de Ripley. Enfin, j'ai même vu une cote que j'ai jamais vue dans ma vie. J'ai vu un moins 10 000. Moins 10 000. Je n'ai jamais vu ça. Une cote à 4 chiffres. Enfin, 5 chiffres, pardon. Pour une catcheuse dans un match. C'est dire si Ripley a déjà gagné son match, quoi. C'est incroyable. Incroyable. Bah, le match est gagné, quoi. C'est même pas un pronostic, là. À ce stade-là, on ne peut même pas faire de pronostic, en fait. On passe à autre chose. Victoire de Ripley, elle devient championne d'Euro, du coup, hein, bientôt. Switch de ceinture, et hop, terminé. Le petit cadeau quand même pour Vega, voilà. Puis faut donner des victoires heal, hein, parce que bon, dans ce pay-per-view, finalement, bah, quand vous allez voir mes pronos, vous allez voir qu'il n'y a pas beaucoup de victoires heal. Hein. C'est peut-être un tort de ma part, hein, peut-être que je suis un peu trop optimiste, mais moi je le vois comme ça en tout cas. Pour la victoire de Ripley, et hop, on va passer au match suivant, le match féminin qui suit. Le Bianca Belair contre Io Sky, qui finalement va avoir lieu à Backlash. Hein. On savait que Io Sky avait gagné un match de qualification, un triple threat match hein, contre Mia Yim et Piper Niven pour être number one contender, mais ils n'avaient pas encore dit que ça allait être à Backlash hein, à ce moment-là. Et c'est le seul, je dirais, le seul petit moment de soleil au milieu de Damage Control depuis ces dernières semaines, quoi. C'est la seule petite éclaircie, hein, et c'est tout. C'est tout. Un petit cadeau qui est sympathique parce qu'on attendait justement peut-être une mise en avant d'Io Sky, qui est évidemment une excellente catcheuse, donc c'est bien de lui donner un peu cette exposition. Même si, bah, là aussi, hein, je vais pas être très optimiste, mais voilà, victoire de Belair, parce que Io Sky, c'est pas elle qui va la détrôner, c'est déjà un règne qui a dépassé l'année pour Belair, et Io Sky n'est pas là pour être celle qui va la détrôner. C'est évident, même si elles vont se retrouver à SmackDown, hein, on le sait, Damage Control passe à SmackDown, Belair aussi, donc potentiellement il peut y avoir peut-être un rematch ou encore des suites entre Damage Control et Belair, mais bon, elles ont tellement eu d'interaction, c'est bon quoi. On va passer à autre chose. Je pense que ça aussi c'est du one shot, c'est comme Ripley et Vega d'ailleurs. C'est un one shot, on passera à autre chose. Voilà, mais le build-up est très minimaliste. Il n'y a pas grand-chose à dire du côté des deux. Hein. Évidemment, Io Sky dit pas grand-chose, hein, ça c'est sûr. Et puis Belair, c'est toujours un peu la même chose. C'est assez répétitif, on le sait. Maintenant, malgré tous les à côté qui sont pas très je dirais réjouissants, le match il va être bon. Le match il va être bon, on va pas trop s'inquiéter de ce côté-là. Il sera bien meilleur d'ailleurs que le replay Vega. Ça sera encore un ton bien au-dessus. Et voilà, on va pas se plaindre, hein, le match sera de qualité, je n'ai aucun doute là-dessus. Ça fera le taf. Je pense pas que ce sera d'un niveau maniaesque non plus. Hein. Je pense qu'ils vont pas faire un 4,5, mais on sait jamais. Hein. Mais j'y crois pas trop. Je pense pas que ce sera aussi élevé, mais on sait jamais. Hein. Elles en ont la capacité, bien sûr. Mais je pense que ce sera un bon match, je dirais, du type live event, quoi, qui fera vibrer la foule. Un match assez spectaculaire, très athlétique. Ça c'est sûr, des deux côtés, ça va être très athlétique. On va finir avec un KOD, comme d'habitude, victoire de Belair. Et un switch de ceinture, donc, qui viendra peu de temps après, avec Rhea Ripley, et une tension peut-être, pour teaser un match entre les deux, peut-être un jour, on verra bien. Ça c'est sûr, ça va arriver un jour, hein. Enfin j'espère. Voilà, le match sera bon, mais bon, Damage Control quoi. Damage Control. Toujours en vie, alors qu'on arrive déjà au mois de mai. Damage Control est encore là. Il résiste. Incroyable. Match suivant. Cody contre Lesnar. Le match qu'on n'avait jamais vu venir. Ce Raw légendaire qui a suivi Mania. Hein, quand même. Qui a subi une note absolument exécrable sur Cage Match.
un 0,6 à peu près sur 10 de moyenne, un truc que j'avais jamais vu de ma vie. Je me suis dit, mais en voyant la note, mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que j'avais pas encore vu Raw. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui s'est passé pour avoir une note aussi désastreuse? Alors je me suis dit, bon, comme c'est le rôle le plus attendu de l'année, ça veut dire qu'il a dû énormément décevoir. Voilà, et les gens ont réagi de façon épidermique à des choses qui ont eu lieu. Et voilà, ils ont réagi à chaud, ils étaient énervés, et ils ont donné une note de merde. Bon, sans doute ça. Et puis bah oui, j'ai regardé le show. Alors évidemment, il était très très décevant, ça c'est sûr et certain. Et bah la fin, effectivement, bah c'est ce qui a terminé, c'est ce qui a clôturé le show. Voilà, on pensait effectivement que Cody allait faire équipe avec Lesnar pour affronter Reigns et Sikoa, si je ne me trompe pas. Oui, c'était Sikoa. Et bah non, bah, le match a pas eu lieu. Directement le turn de Lesnar sur Cody. Le public médusé, moi aussi. J'étais pas prêt. Même si c'était un peu bizarre hein, quand on avait vu les deux ensemble en tout début de show. Ouais, j'avais un petit doute. Je me dis, ouh, hein, Lesnar en équipe, Lesnar qui catch, déjà, Lesnar qui catch en weekly, et Lesnar qui catch en équipe, hein, c'est des trucs qui n'arrivent jamais. Jamais, donc déjà c'était assez bizarre. Et bah oui, bah effectivement, non, bah, il n'a pas catché, quoi. Donc il a littéralement détruit Rhodes. Personne n'a compris. Et à l'heure actuelle, il n'y a pas de justification, hein. Il n'y a pas de justification, hein. C'est n'importe quoi, hein. Ça sort de nulle part, hein. Donc, je me suis dit que c'était... Bah du coup, alors, je vais parler du... Maintenant, bon, il va y avoir le retour de Lesnar, là. Bon, voilà, il y aura un dernier fight, hein. Ça, c'est sûr. Là, Cody, il est prêt à en découdre, maintenant, hein. Il est en mode vénère. Je porte mes couilles, vas-y, viens Lesnar. On va s'expliquer, mais là il vient pas, hein, il est venu la semaine dernière, il est reparti, et là bon il va être là, lors du dernier Raw avant Backlash, probablement que Cody sera là, donc je pense qu'ils vont faire un dernier brawl, hein, à la manière de Triple H bien entendu, hein, il adore ça, pour nous vendre le match une dernière fois, voilà, mais sinon, le pronostic, je l'ai changé, parce que pour moi, avant la draft, pour moi l'idée c'était que bah, vu qu'on avait ce booking de frustration à l'issue du Reigns contre Cody, je me suis dit, bon, bah, on va partir sur une longue traversée du désert pour Cody, toute l'histoire du héros déchu, et du héros déçu aussi, et qui va essayer de remonter la pente petit à petit, voilà, pour avoir la belle histoire et le beau happy ending à l'américaine, pour venir finalement avoir sa revanche, et enfin prendre le titre à Reigns, et à la fin, un très beau The End. Et voilà, et pour finir l'histoire, comme il le dit. Voilà, pour moi, c'était ça qu'on allait raconter. Mais la draft, pour moi, a changé les choses, parce que Reigns, et donc et Uso, et pardon, pas les Uso, Reigns, c'est quoi en tout cas la Bloodline, une partie de la Bloodline est à SmackDown. Et Cody reste à Raw. Donc on les a complètement splittés. Donc la dernière, je dirais, option pour finalement finir l'histoire entre Cody et Reigns, ce serait la mallette du Money in the Bank. Ce serait que Cody prenne la ceinture, la mallette, pardon, et aille cacher sur probablement le titre de son choix. Hein. Je pense que ce sera qu'on va nous dire. Il pourra cacher sur l'une des deux ceintures maintenant suprême, et il choisirait Reigns, voilà, pour finir l'histoire. Mais j'y crois pas, je pense que pour moi ils ont fermé les verrous et que Cody reste à Raw, Reigns à SmackDown, et ils vont prendre des chemins séparés quoi. Et que ce titre poids lourd justement qu'ils ont créé, ou fait renaître, ça va permettre justement à donner un nouvel os à ronger à Cody, et pour qu'il puisse avoir ce moment d'émotion, on va dire, avec ce fameux couronnement qu'il attend depuis un moment. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, j'espère qu'ils vont pas peut-être tomber dans ce piège de lui donner tout de suite ce titre, parce que bon, du coup, quitte à l'éloigner de Reigns, autant quand même ne pas tomber dans la facilité en lui mettant tout de suite le titre dans les mains, quoi. Faites-lui en baver un petit peu, et que Rollins prenne le titre, par exemple, et qu'on continue derrière, peut-être une feud intermédiaire avec Gunther, dont j'avais déjà parlé, qui pourrait être une bonne idée, voilà, que ça vienne petit à petit, mais pas tout de suite. Pas tout de suite, mais voilà, en tout cas, je pense que Cody ne va pas aller vers Reigns finalement. Et du coup, si je dis tout ça, c'est parce que ça va changer mon pronostic en fait. Parce que pour moi, si c'était vraiment Cody et Reigns dans la même bande, si Cody était parti à SmackDown, là, je serais resté sur l'idée de la traversée du désert. Et là, un gros tabassage, une grosse victoire de Lesnar pour bien enfoncer le clou
sur Cody là pour bien l'enterrer avant le comeback. Mais là, c'est pas du tout ça en fait. Donc pour moi, finalement dans une configuration assez similaire à celle d'Omos et de Rollins. C'est-à-dire Rollins, on lui donne ce petit match là pour le crédibiliser pour le titre heavyweight qu'il va y avoir et le probable tournoi qu'il y aura. Et Cody, c'est un peu pareil. Donc victoire de Cody en fait. Victoire de Cody. Lesnar de toute façon, il est part-timer. Voilà, donc qu'il soit là ou pas, ça change rien en fait. Donc on s'en fout. Il n'a pas besoin de prendre cette victoire et que c'est Cody qui vont remettre en selle autour du titre heavyweight qu'il va y avoir. Et voilà, point barre. Et Lesnar, il reviendra chez lui après. Il rentrera chez lui. C'est fini après. Lesnar, on le reverra pas à Raw. Hein. On le reverra pas à Raw. Il viendra pas dans le Raw qui suivra Backlash. Hein. Il viendra pas. Ça c'est sûr. Enfin, je le sens pas revenir. Hein. Il va s'absenter à nouveau. Il va prendre sa défaite et puis point barre, terminé. Je vois pas Cody perdre 2 fois de suite là. En tout cas après en pay-per-view en tout cas après Reigns, je ne vois pas perdre à nouveau face à Lesnar. Donc là c'est une compensation, j'ai envie de dire. Ça donnera un bon match parce que voilà, comme on dit souvent, Lesnar face à des big guys, c'est chiant. Mais face à des mecs de gabarit, je dirais, plus modestes, entre guillemets, ça passe mieux. Les histoires sont mieux racontées et ça fit mieux. En général, Lesnar il s'en sort bien et ça nous raconte de belles histoires. Et puis bon, en comptage d'histoire, il est plutôt pas mal. Il est plutôt pas mal, Cody. Hein, il aime bien ça, c'est un peu le school, un peu là David contre Goliath, le mec en difficulté. Voilà, il y aura peut-être un petit côté Cena. Il va se prendre peut-être une branlée pendant une bonne partie du match et puis il y aura le comeback. Voilà, à la Cena. Ou à la Hulk Hogan, pour revenir un peu plus dans le passé. Mais ça va être un peu comme ça, voilà, je pense que ça va être... Et puis avec un public derrière qui va pousser, derrière Cody, voilà. Victoire de Cody, voilà, il va être mal en point peut-être après le match, mais il va gagner. Pour moi, c'est ça qui va se passer finalement. Et pas la déchéance finalement qui aurait pu être racontée après Mania, quoi. Pour moi, c'est complètement la draft, du coup. C'est pour ça que je disais que c'était peut-être mieux de faire la draft après le pay-per-view plutôt qu'avant. Parce que pour moi, la draft, elle est en train de changer complètement mes plans et mes pronostics, quoi. Finalement, elle m'oriente vers quelque chose, quoi. Elle m'oriente vers la victoire de Cody. Et finalement, je dirais pas qu'elle spoil la victoire de Cody, mais c'est pas loin. C'est pas loin. Voilà, donc pour moi, victoire de Cody. Et on va passer au probable main event. Ou peut-être, à moins que ce soit Cody Lesnar, mais à mon avis, ça sera plutôt ça. La Bloodline, représentée par les Usos et Solo Sikoa pour affronter Kevin Owens, Sami Zayn, encore les champions, hein, qui restent champions du coup, et Riddle, qui a fait son retour à Raw après Mania, pour l'unfinished business, hein, évidemment, parce qu'effectivement, il s'était absenté pendant quelques temps, il s'était fait attaquer il était mis à l'hôpital par Solo Sikoa, et il est revenu après plusieurs mois d'absence pour s'en prendre à eux et finir l'histoire également. Hein, on peut le dire aussi, c'est à nouveau finir l'histoire. Et avec ce trio un peu improbable, avec un Kevin Owens qui est quand même assez bougon et qui en a ras le cul. Déjà de Riddle, hein, puisqu'il en a marre de l'avoir près de lui et de l'avoir sur le dos, hein, parce qu'il le gave. Et un Sami Zayn qui, on a l'impression toujours, qui traîne encore avec les Usos, il veut parler à Jay, et encore le prévenir, lui dire t'es toujours en train de te faire manipuler là, et t'es en train toujours de dire que tu veux faire les choses pour le Tribal Chief, mais tu sais très bien qu'il en a rien à foutre de toi, il va te larguer. Et l'autre il dit non, moi j'ai fait mon choix, toi t'as fait le tien, hein, voilà, histoire de frère entre guillemets, moi j'ai rejoint mon frère, toi t'as rejoint le tien. Jimmy Uso, lui il en aura le cul aussi, parce que il en a marre que Jay aussi parle à Sami, au camp ennemi, il essaie de le remettre sur le droit chemin, il lui dit qu'est-ce que tu racontes, on va prendre les titres, hein, on est la Bloodline, voilà, un Jay un peu perdu, qui se pose des questions, et qui dit, si on perdait le match de championnat, de SmackDown, qu'ils ont perdu hein, d'ailleurs. Mais voilà, il était pas sûr de lui. Jimmy essaie de le recadrer un peu, mais voilà quoi, on continue un peu l'histoire, notamment entre Jay et Sami, hein, qui est un peu le nœud du problème, le nœud de l'histoire, et avec et de l'autre côté Jimmy et Kevin Owens qui sont un peu énervés, quoi, parce qu'ils aimeraient bien que leur partenaire se canalise un peu et ne se recentre que sur leur partenaire et sur ce qui est essentiel.
Voilà, d'un côté et de l'autre, hein, c'est-à-dire les titres et la fraternité. Fraternité ou amitié d'un côté, ou vraie fraternité de l'autre, hein, le sang. Voilà. Et autour de ça, voilà, un Zébulon de service avec Riddle et un Solo Sikoa, rien à voir du tout, hein, avec un Zébulon de service. Et, lui, il file le job. C'est l'homme de main qui ne parle pas, bras croisés, pouce levé, hein, souvent, pour finir le job. Voilà. C'est un peu tout ça. Ça se frite, ça s'est pas mal frité entre les deux trios maintenant dans le build-up. Donc c'était un match qu'on sentait largement venir. C'est un match showcase, quoi. Voilà, qui est pas un match filler. Un peu filler, j'ai envie de dire, en l'absence de Reigns, hein, donc on savait qu'il allait pas être à Backlash, qu'il allait pas défendre son titre, donc c'est un match d'attente. Il y aura pas d'inquiétude quant à la qualité du match parce que c'est des 3 contre 3 et que la VVE c'est très très bien faire les 3 contre 3 en général. C'est toujours très animé, il y a du comeback, c'est spectaculaire, les finishes enchaînent, il y a le feu d'artifice, il y a du storytelling, ça vole de partout. Il y a la domination des heals, le comeback, les hot tags, le public est à fond. C'est voilà, c'est tous les gérer les codes classiques de live event quoi. Et ça sera comme ça sera un peu comme ça. Ça va bien marcher. Et les hommes se connaissent bien et ça fonctionnera bien encore. Le résultat, voilà, c'est peut-être ça qui importe, qui est intéressant. Ça serait comment ça va se raconter. Comment ça va être terminé, comment ce match va se terminer. Ce qui est intéressant, c'est de voir que Paul Heyman, en tout cas dans le dos des Usos, qui essaie de remotiver les Usos, et notamment Jay, mais derrière, on voit avec un Uso là qui est en train de remettre son bandage là autour de son pouce et qui est en train de dire, voilà, il a reçu un appel de Roman Reigns et il s'adresse à Solo Sikoa en disant, ce soir c'est ton soir. Juste avant, le tag match, le rematch de Mania entre les Usos et Owens et Zayn. Donc il y a eu lieu dans le main event de SmackDown là, cette semaine. Et finalement, Uso est intervenu. Enfin, Solo Sikoa, pardon, est intervenu, mais Riddle est arrivé juste à temps. Et il a attaqué, ils sont partis backstage. Donc, et finalement, victoire assez rapide, finalement, une dizaine de minutes des champions. Alors là, pareil, on verra comment ils vont faire ça pour l'Arabie Saoudite, hein, comment ils vont faire avec Sami Zayn et Kevin Owens qui sont toujours champions, du coup. Bon, ça va poser problème, on verra. À moins qu'ils split l'équipe, qui ne split les titres, on verra. Mais on a quand même vraiment l'impression. Alors, ça sera peut-être un écran de fumée, mais on a vraiment l'impression que Solo Sikoa va finalement se retourner contre ses frères et les expulser, puisque finalement, c'est vrai que Reigns, il n'a pas parlé aux Usos depuis Mania, il s'éloigne. Jay est encore perdu, il vient voir Zayn de temps à autre, il lui parle. Jimmy on a rien il est énervé par la situation, il en peut plus. Donc ça craquelle, on va dire, au sein de la Bloodline. Et je pense que Solo est en train d'être un peu l'homme de main qui va venir régler l'affaire et peut-être se débarrasser des deux pommes pourries, entre guillemets, c'est-à-dire ceux qui ont perdu les titres à Mania et qui n'ont pas réussi à les récupérer à SmackDown. Et je pense que là, on nous raconte peut-être un face turn à venir des Usos et peut-être du coup un split au sein de la Bloodline et peut-être que effectivement la draft lundi, on va nous apprendre que les Usos vont partir à Raw. Et là, qui n'ont pas été, d'ailleurs, ils n'ont pas été draftés avec les autres. Hein, c'est ça qui est intéressant, justement. Ils ont été, pour l'instant, mis entre parenthèses, Sikoa et Reigns d'un côté, avec Paul Heyman, et les Usos de l'autre. Donc c'est peut-être ça qui va arriver, et que les Usos vont pas être draftés avec les autres. Ils vont aller à Raw. Et du coup, c'est intéressant, et ce serait pas impossible que les Usos turn face, parce qu'ils sont très populaires. Il n'y aura pas de problème à ce qu'ils turn face à nouveau, donc je pense que c'est tout à fait envisageable. Même s'il y en a beaucoup qui disent, ça serait bien que ce soit finalement Jay qui règle l'affaire et que ce soit celui qui prenne le titre à Reigns, mais j'y crois pas une seule seconde. Si tu le mets en solo, Jay, c'est de la pure mid-card, et encore, c'est pas plus que ça. Enfin, c'est pas crédible pour un sou en tant que champion majeur de la compagnie. Ils le feront absolument pas. Faut pas y compter. C'est comme Sami Zayn, même s'il était chez lui à Montréal, il aurait jamais donné le titre. C'est absolument impossible. Et Sikoa peut être une porte de sortie à un moment donné, ça peut se raconter, mais bon, je le vois pas aussi en champion suprême, même si ça peut se raconter aussi. Bref, voilà, donc c'est un peu tout ça l'enjeu, et je pense qu'à mon avis, alors à moins que ce soit un écran de fumée, mais je pense quand même qu'on va avoir les Usos qui vont un peu être mis de côté, voire définitivement, pour le split. Et du coup,
le face turn possible des Usos, et un post-match qui peut être intéressant, hein. C'est pour ça qu'on va peut-être finir le show avec ça d'ailleurs. Les défaites des Usos, et les défaites de la Bloodline, parce que pour moi finalement, ouais, je redonne une victoire face dans ce pay-per-view, victoire des face finalement. Alors j'étais plutôt parti à la base pour la Bloodline, mais vu ce qu'on nous raconte, j'aurais encore une victoire un peu fan service des face, donc de Kevin Owens, Sami Zayn et Riddle, pour alors Sikoa est très protégé, donc je ne vois pas prendre la défaite, mais sur l'un des deux Usos, donc peut-être plus Jey Uso qui serait un peu l'élément un peu faible actuellement, un peu psychologiquement pas à 100%, donc c'est peut-être ça serait peut-être le bon choix à faire de faire le pin sur Jey Uso, et en tout cas au moins sur l'un des Usos, pour qu'ensuite après le match on ait un gros post-match marquant pour finir le show avec un Sikoa qui viendrait peut-être sous les ordres de Paul Heyman, ou voir de Reigns, hein, peut-être qu'il ferait une apparition surprise, peut-être, ou en tout cas d'un appel, ou quelque chose comme ça, Heyman qui viendrait dire à Solo, c'est ton soir, cette fois-ci c'est vraiment ton soir, et là, le Samoan Spike sur les deux, et là on finit le show de façon choquante, avec les Usos à terre, et un Sikoa qui repartirait avec Heyman, voilà, sans un regard pour ses frères, et qui serait allongé au sol, et on finirait le show comme ça. Peut-être que ce serait ça. Moi, ce serait mon petit scénario, en tout cas. Voilà, donc victoire pour moi des Face, et la Bloodline qu'on continuerait de mettre un petit peu à mal, pour vraiment définitivement mettre un clou dans le cercueil. J'irai des Usos au sein de la Bloodline, et pas des Usos tout court. Voilà, je pense qu'il faudrait drafter les Usos à Raw, et qu'on arrête avec tout ça. Et je pense que si on draft lundi à Raw les Usos, je pense que ça, on ira encore plus vers ce scénario que je vous ai raconté là pour la fin de match et pour les résultats notamment. Mais en tout cas, il faudra protéger Solo Sikoa dans la défaite. Je ne pense pas qu'il prenne le pin parce que je pense que là, il est booké très très fort. Donc il faudra le garder fort. Voilà pour les pronostics donc de Backlash. J'en ai fini. On va terminer traditionnellement cette vidéo avec mon top 5 des matchs que j'ai préférés depuis un mois. Il y en a eu beaucoup, comme je le disais, le choix était très cornélien. Il y a eu pas mal vraiment de matchs très très sympathiques, hein, que ce soit du côté de Stand and Deliver, du côté de WrestleMania, du côté de la Super Card of Honor à ROH, du côté de Triple Mania, hein, le main event qui était très bien, du côté de la New Japan, du côté de la Stardom. Il y a eu plein de matchs sympas vraiment à voir, voilà, mais que je n'ai pas pu mentionner, mais voilà, il faut regarder, il faut essayer de voir un match de match. Vraiment, il y a eu des pépites, même dans les shows indie, hein, dans WrestleMania Week, il y avait plein de petites choses sympathiques à voir. On va commencer tout de suite avec le numéro 5 de mon classement, et il s'agit de Julia contre Tam Nakano. C'était au All-Star Grand Kingdom du 23 avril, donc c'était dimanche dernier, hein, il y a une semaine. 4,5 pour la note. C'était un match qui comptait pour le titre World of Stardom, hein, détenu par Julia, et qu'il avait pris justement à Syuri fin 2022, hein, dans un match que j'avais d'ailleurs évoqué, hein, si vous vous souvenez, dans un précédent top 5. Et là, on était donc dans le main event du show All-Star Grand Kingdom qui s'était donc tenu dimanche dernier au Japon. Un sacré défi, hein, pour Tam Nakano, hein, elle qui, malgré ses 35 ans, n'a jamais gagné, hein, le titre suprême de la Stardom. Une rivalité de plusieurs années d'ailleurs entre ces deux femmes, à base de plusieurs confrontations, hein, en particulier celle de mars 2021, où Nakano avait pris le titre Wonder of Stardom à Julia, hein, dans un Hair versus Hair match, hein, qui était son premier titre solo à la Stardom à ce moment-là. Et cette rivalité se ressent clairement, hein, dans ce match, hein, qui nous est très bien raconté. Hein, c'est très équilibré entre les deux, ça s'envoie bien sur la gueule. Il y a un gros spot de table à l'extérieur, hein, les running knees de Nakano vont pleuvoir, hein, y compris sur la rampe d'entrée, sans oublier les Tiger Suplex. Les baffes s'enchaînent, hein, le match monte en intensité et en suspense. Les near falls sont bien exécutés, hein, histoire de provoquer des émotions en nous, jusqu'aux 2 dernières minutes, hein, qui viennent conclure parfaitement ce match en véritable feu d'artifice, hein, avec ses enchaînements de finishers et de moves signature. Les deux femmes finiront exténuées, hein, et allongées sur le ring, hein, comme pour signifier peut-être la fin de cette très longue rivalité, à moins qu'on la retrouve d'ici quelques temps pour notre plus grand plaisir. Un gros match, hein, de Joshi, que je vous recommande bien évidemment, et ça me fait aussi plaisir de pouvoir aussi parler de la Stardom, hein. Ce n'est que la deuxième fois que je le fais dans mes top 5, car j'ai peu le temps malheureusement de suivre cette compagnie, mais elle vaut vraiment le coup d'œil, car c'est de loin la meilleure compagnie de catch féminin au monde, hein. En tout cas d'un point de vue in-ring, c'est vraiment largement au-dessus. Un très bon show de manière générale d'ailleurs, où Kairi
aussi, entre parenthèses, gagné le titre trio. Hein, donc elle est visiblement pas partante pour la VVE, hein, malgré les rumeurs. Et Mercedes Moné avait de son côté perdu son titre IWGP. Ça c'est intéressant aussi. 4,5 donc pour ce match, ce main event, fort en émotion et en intensité, en intensité pardon. Et vraiment bravo aux deux femmes qui nous auront vraiment régalé. On passe maintenant au numéro 4 de ce classement. Il s'agit de Sanada contre Kazuchika Okada, hein, c'était à Sakura Genesis le 8 avril, 4,5 également pour ce match, un match qui comptait pour le titre IWGP, hein, World Heavyweight, détenu par Okada. Sanada ayant eu le droit d'avoir ce title shot, hein, après avoir gagné la New Japan Cup quelques jours plus tôt. Sanada est accompagné de ses nouveaux potes, hein, les ex-Just 4 Guys, devenus à présent les Just 5 Guys, hein, maintenant. Donc c'est Douki, Taichi, Michinoku et Kanemaru, et donc Sanada. Donc peut-être le grand moment, hein, pour Sanada, hein, mais va-t-il enfin briser ce plafond de verre, hein, en détrônant le visage ultime de la compagnie, hein, en la personne d'Okada, hein, voilà toutes les données du problème. Okada et Sanada auront pas mal usé de leur prise de soumission respective afin d'affaiblir le coup de leur adversaire, à savoir le money clip pour Okada et le skull hand pour Sanada. Match à la construction typique, hein, je dirais, de la New Japan, avec une montée en régime progressive, hein, jusqu'au bouquet final. Okada, hein, qui est un grand habitué des main events de pay-per-view, a fait un gros boulot pour mettre en avant Sanada. Un Sanada à l'inverse, peu habitué à ce genre de rendez-vous et peut-être alors sur le point d'obtenir le plus grand succès de sa carrière, lui qui était pourtant promis un grand avenir, hein, depuis déjà de nombreuses années. Un Sanada sans barbe, hein, d'ailleurs, avec une coupe de cheveux plus traditionnelle, absolument méconnaissable, hein, qui a pas mal perdu en charisme, je trouve, hein, depuis qu'il est ainsi. Un public investi, avec un résultat incertain. Ce sont surtout les dernières minutes, hein, du match que j'ai apprécié, et ça devenait fou. La tension était palpable et on ignorait à ce moment-là comment ça allait pouvoir se finir. Et le finish arrive par surprise, pour venir planter, hein, son adversaire une bonne fois pour toutes. Un très bon main event, un très bon moment catchesque dans un match, certes, je dirais pas exceptionnel au vu d'un Sanada dont je n'ai jamais été très fan, mais Okada a réalisé pour moi le meilleur job possible pour faire briller son adversaire et l'aider à réaliser une solide performance. Je ne dévoilerai pas le résultat ici, hein, si vous comptez regarder ce match, mais c'est un bon moment que l'on passe dans l'ensemble et qui lui vaut la meilleure note qu'on pouvait en tirer, je pense, à savoir un 4,5. Voilà, une très bonne note. Le numéro 3 de ce top 5, il s'agit de Aussie Open contre Bishamon, donc Goto et Yoshihashi. C'était à Sakura Genesis à nouveau, donc le même show que le match précédent. 4,5 également pour la note. Un match qui comptait pour les titres IWGP Tag Team Titles, hein, détenus par Bishamon, donc, hein, Hiroki Goto et Yoshihashi. Le fait de ce début de match, hein, sera lorsque Kyle Fletcher, hein, va involontairement percuter une barrière métallique, hein, à l'extérieur, après avoir porté un moonsault sur Goto, le faisant abondamment saigner à l'arrière du crâne, hein, et l'obligeant à rester à l'extérieur quelques instants, hein, pour être strappé. Mais heureusement, hein, et courageusement, il reviendra dans le match, hein, sans trop de difficultés. Pour le reste, on assiste vraiment à un très agréable match tag, hein, disputé, rythmé. J'ai aussi été surpris d'entendre un public japonais si sonore, lui d'habitude si calme et discipliné. Beaucoup de chants aussi open, hein, se sont fait entendre, hein, ce qui prouve à quel point cette équipe est en train de gagner le cœur des fans de la New Japan, et pas que de la New Japan d'ailleurs. Aussi Open est l'équipe qui monte, hein, actuellement, on la voit de plus en plus et un peu partout, et elle mérite incontestablement tout ce qui lui arrive. Le public finit conquis à la fin du match, c'est clean, il n'y a rien à dire, et on ressort vraiment avec le sentiment d'avoir assisté à un très bon match tag. Pour moi, l'un des tout meilleurs matchs 2 contre 2 que j'ai pu voir ces 4 dernières semaines, et qui lui vaut donc cette très bonne note de 4 étoiles et demie. On va passer maintenant au numéro 2 de ce classement, et il s'agit de Gunther contre Sheamus, contre Drew McIntyre à WrestleMania. Le triple threat comptant pour le titre intercontinental, 4,5. Un match dont j'ai déjà parlé dans ma review, hein, je vais la faire courte, hein, donc c'était un match vraiment hyper attendu, hein, qui sonnait déjà comme le banger de cette Mi-2 de Mania, hein, et ça l'a été, très clairement. Hein, les trois hommes se sont livrés une vraie bataille sans merci, comme rarement vu, hein, dans un triple threat match. Les atémis étaient sacrément impactants, ils ont résonné dans tout le stade, les coups étaient rudes, les trois sont vraiment allés au bout d'eux-mêmes pour nous divertir. Hein. L'histoire entre Drew et Sheamus était aussi très bien racontée, les deux collaborant aussi pour détruire Gunther, puis plus tard avec Drew qui tire Sheamus pendant le pin, hein, en lui brisant à nouveau son rêve de Grand Slam Champion. Chaque homme a été superbement mis en valeur, le public était hyper investi, avec un fort penchant du côté de Sheamus, hein, dont l'overness est toujours intact. On y croit d'ailleurs plusieurs fois pour Sheamus, hein, mais finalement Gunther arrivera en opportuniste en portant une powerbomb à Drew pour s'imposer. Les commentateurs sont debout, hein, on peut vraiment pas faire autrement, hein, même s'il reste cette déception donc que Sheamus n'arrive pas
à prendre ce satané titre intercontinental qui est le seul qui lui manque. Mais en dépit de cette petite déception, ce match est vraiment le show stealer de cette nuit 2 et un match qui comptera dans les palmarès de fin d'année. Vraiment un super match tel que je l'attendais, brutal, intense, dynamique et même avec du storytelling, le tout dans une ambiance de feu, 4,5, vraiment bravo aux 3 hommes pour ce grand moment de catch. Et on va terminer avec le numéro 1 de ce top 5 et il s'agit de Kevin Owens et Sami Zayn contre les Usos, 4,75. Là également un match dont j'ai déjà parlé, et vous connaissiez déjà cette note, 4 étoiles 75, c'était une note très élevée. Alors oui, la note que j'ai donnée est certes très élevée, et parmi tous les gros matchs qu'il y a eu au mois d'avril, je ne pense sincèrement pas qu'il s'agissait du meilleur match de catch d'un point de vue in-ring, faut le reconnaître, c'est peut-être même le match, le numéro 1, le moins souverain que j'ai eu à élire depuis le début de mes top 5. Mais très franchement, je pense que ce match compense par tant d'autres éléments que je me voyais mal ne pas lui donner la première place de ce top 5. La hype était énorme, tellement l'histoire qui nous était racontée était belle. Ce match était attendu depuis des mois, méritait sa place en main event de Mania à mon sens. On avait donc un prestige immense, et le goût et l'odeur des grands matchs de WrestleMania. Le match est vraiment super bien construit. Les Usos ont bien sûr leur phase de domination, histoire de calmer la foule, et les Faces ont des comebacks ultra popés qui dynamisent une foule déjà hyper investie à la base. Ici, il ne s'agissait pas du tout d'un match scientifique, avec un travail particulier sur un membre de son adversaire, mais vraiment d'une vraie guerre de tranchées entre deux frères de sang d'un côté et deux compagnons de toujours, deux frères d'adoption, j'ai envie de dire. Les Near Falls étaient incroyables d'intensité, notamment lorsque Zayn se dégage d'un Wendy et Owens d'un double Uso Splash. Il y aura même un dégagement de l'un des Usos sur un stunner d'Owens, chose assez rare également. L'intensité et la dramaturgie montent progressivement, le public est à fond, et la séquence finale est superbe lorsque Owens portera sa superbe corkscrew suplex de la 3e corde sur Jey Uso, et que Zayn réclamera avec ardeur le tag à Owens, avant d'achever Jey Uso à 3 reprises avec un Helluva Kick, non sans avoir pris son temps entre chaque move, histoire de bien rappeler à Jey Uso que voilà, tout cela c'était de sa faute, qu'il aurait dû écouter Sami au lieu de rester fidèle à la Bloodline et au Tribal Chief. La victoire de Kevin Owens et Sami Zayn était indispensable à mon sens, elle était attendue depuis des mois. C'était la seule équipe qui pouvait détrôner enfin les Usos après un si long règne. Un super moment d'émotion pour conclure cette nuit 1 de Mania de la meilleure des façons. On avait vraiment 4 catcheurs au top, de très très bons compteurs d'histoire. Et une foule investie à 300%, du bon catch, un storytelling au sommet, le tout dans un main event de Mania. Donc on avait vraiment tous les ingrédients réunis pour obtenir ce résultat, à savoir un très grand match qui entrera dans l'histoire comme l'un des plus grands main events, je dirais même de l'histoire de Mania, tout simplement. C'était d'ailleurs la toute première fois que des championnats par équipe étaient défendus en main event de Mania. C'est une chose quand même intéressante à souligner, et donc c'était quelque chose aussi d'historique. 4 étoiles 75 donc. Pour moi mérité pour ce très grand moment d'émotion, même si comme je le disais c'est peut-être pas forcément le meilleur match que j'ai vu ces 4 dernières semaines, mais voilà, ça compense par tellement d'autres choses que je me sentais obligé de le mettre en numéro 1. Voilà, donc c'est terminé pour cette vidéo et pour ce morceau catch numéro 16. Je vous remercie de m'avoir écouté. J'espère que vous allez l'écouter déjà au plus grand nombre, liker, vous abonner à ma chaîne, c'est très important pour ma visibilité. Voilà, un petit like, c'est gratuit, c'est rapide et ça me soutient, donc ça me ferait toujours très plaisir. Voilà, j'espère que vous aurez le temps de prendre le temps justement d'écouter tout ça. Demain c'est le 1er mai. Profitez-en, voilà, à la cool, voilà, et puis vous aurez déjà toutes les clés, je dirais, pour Backlash, mes avis sur la draft, le top 5, bref, voilà, une vidéo bien complète, un peu sur le microcosme du catch. Voilà, en tout cas, on se retrouve, comme l'indique mon visuel en bas de l'écran, merci déjà beaucoup, et rendez-vous donc le 21 mai, donc c'est déjà dans 3 semaines, ça va aller très très vite, puisque évidemment, dans 3 semaines, oui, ça arrive très très vite. On va avoir donc les pronostics de la nuit des champions, de Night of Champions, et les résultats, bien sûr, la réaction, la review de Backlash, et les pronostics de Night of Champions. Voilà, ça sera un peu le programme à venir pour le prochain numéro du morceau catch, et peut-être une réaction aussi sur d'autres éléments qui n'étaient pas prévus. Je ne reviendrai pas sur la nuit 2 de la draft, parce que là, ça sera un petit peu daté, et puis voilà, bon, ça sera peut-être l'occasion d'en parler dans les pronostics. De la nuit des champions, j'en toucherai peut-être 2-3 mots, on verra bien. Voilà, en tout cas, c'est un peu comme ça que les choses vont se dérouler. Donc le 21 mai, dans 3 semaines, on se fera une petite review, donc à peu près 15 jours après, qui sera, 15 jours après Backlash, donc ça sera pas trop longtemps après. Voilà, passez en tout cas un très bon week-end, un très bon 1er mai,
Portez-vous bien, très bon pay-per-view pour ceux qui vont le regarder. Et j'espère que vous avez aussi assisté à un très bon show à Bercy hier, si vous y étiez. Hein, j'ai pu voir quelques images, ça avait l'air très sympa. Un Corbin over, un Rollins aussi avec un 12 minutes de chant oh, c'est quand même incroyable. Et apparemment, il se dirait, d'après ce que j'ai pu lire, que de grandes choses peut-être se préparent pour la France. Peut-être un énorme show, un pay-per-view peut-être en France. Soyons fous. Ça serait génial, incroyable. Ça, on a le temps d'en reparler, on verra bien. En tout cas, à très vite, portez-vous bien, et d'ici là, bien entendu, n'oubliez surtout pas, et plus que jamais, vive le catch, et cero miedo, et rendez-vous à Puerto Rico. Ciao tous.